vous laisse entre les mains expertes de Pierre. Je ne veux pas vous décevoir, mais je ne suis pas si expert que ça, à savoir, est-ce que ça fonctionne? Oui, j'ai trop de micro, j'imagine que ça va boucher. C'est ça, la DSLR, c'est bon, mais la prise de son, c'est... Ouais, ça, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Est-ce que ça va ici? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. OK. Donc, ce qu'on va regarder ensemble un petit peu, c'est... à mon âge, on sait tout, mais comme on est Alzheimer, on l'a tout oublié, fait que je me suis pris des notes pour le mettre. Ce qu'on va regarder ensemble, c'est ça, c'est les DSLR, qu'est-ce qui peut être fait avec ça? Puis est-ce qu'on peut faire quelque chose de vraiment professionnel ou c'est juste comme un mode? Il y a des gens qui disaient même, avec mon iPhone, je peux faire une émission de télévision. Fait qu'on sait aujourd'hui que peut-être c'est pas tout à fait indiqué. Mais là, il y a comme une tendance assez lourde. Il y a même en anglais, on dit des DSLR shooters, des gens qui font des enregistrements avec des caméras photo, il faut quand même le dire. Et puis une prétention à savoir, on peut faire un contenu professionnel avec ça. C'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, c'est des éléments, donc la question qu'on se pose, est-ce que c'est un rêve de certains ou c'est une réalité dans le domaine professionnel? On parle de professionnel, pas des mariages puis des choses comme ça, hein, ou un film à Noël chez nous, mais une production professionnelle. Juste une parenthèse sur les standards, les compagnies ou les firmes ou les associations de standards. Je vais juste attirer votre attention sur DCI. Eux autres, c'est une association de producteurs, les majors des compagnies de production aux États-Unis de cinéma. Et les autres qui ont décidé de faire, c'est que dans tout ce qui existe de standards, se sélectionner quelques standards pour la projection en salle, à savoir le cinéma professionnel. Donc on sait dans les salles, c'est 2K ou 4K. Et la plupart des salles en Amérique du Nord et en Europe sont 2K. Ça ne va décevoir personne, mais les salles 4K sont quand même, je pense, c'est pas plus que 22%. Et puis comme ça vient d'être installé, je pense qu'il va être 2K encore pour un certain temps. Donc, on voit ici un des standards, c'est le CENTI qui a documenté le standard pour la télé HD. Ici, ce n'est pas un projet personnel, c'est pas même pas une proposition, c'est un souhait. C'est quelque chose, j'aimerais que ça présente. On était au CENTI cette année, à Hollywood, ça c'est la conversation dans ça. Et puis, ce qui était dit, il y avait le midi, les producteurs, les post-producteurs de HPA, Hollywood Post-Production, qui disaient un micro baissé. Ça fait que, il disait que les choses suivantes, les choses qu'on connaît peut-être plus en télé, dans le cinéma, c'est, soit dit en passant, on parle beaucoup de cinéma aujourd'hui. SMPTE, Motion Picture, hein, SMPTE. Mais la production de type cinématographique touche beaucoup le monde télévisuel parce que c'est un workflow, donc un flux de travail qu'on voit de plus en plus puisqu'on est en fichier, en file-based production, comme on dit en anglais. Il dit, les autres, les technologies informatiques ont vraiment envahi le monde du cinéma. Les technologies sont au service du contenu cinématographique. Fait que toutes les technologies sont là pour servir le content de la production. Le workflow cinématographique, forcément, doit s'harmoniser ou s'ajuster avec les nouvelles technologies. Ce qu'on a vu aussi, il disait qu'on a vu des cinéastes, des gens de l'université, entre autres dans le Student Film Showcase, qui disaient la chose suivante, c'est qu'un cinéaste, même un screenplay, quelqu'un qui va écrire des scénarios, doit bien connaître la technologie pour savoir qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux ne pas faire. Un exemple que je peux vous donner dans mon milieu de travail, mais ça, il y a quand même une trentaine d'années. On est en production vidéo, et puis le TP, le Technical Producer, il me demande « Zoom in VTR ». Là, je ne savais pas trop quoi faire, on a dû arrêter l'équipement. Il dit « Oui, mais ma TV Zénith, moi, à Zoom ». Mais évidemment, on sait qu'avec un VTR, ce n'était pas possible. Puis c'est juste pour souligner le fait que si on ne connaît pas bien les équipements qui nous servent, on ne sait pas quoi demander, puis on ne sait pas quelles en soient les limites. OK, fait que peut-être éventuellement, ça serait une idée de reparler de ça. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? C'est une présentation à titre personnel, c'est plus un hobby. Je parle pas au nom de Radio-Canada ou mon milieu de travail, mais c'est plus un hobby. On va regarder un petit peu la cinématographie numérique, c'est quoi? On va faire référence beaucoup à la cinématographie argentique lorsqu'on filme avec de la pellicule, parce qu'en numérique, on réfère toujours à ça. On parle de 35, Super 35, on réfère toujours à ça, mais il faut savoir à quoi on réfère. Le contexte média, parce qu'on sait que que ce soit
dans tous les diffuseurs généralistes ou peu importe, il y a des bouleversements, il y a des changements très importants, puis ça, bien, ça affecte tout le milieu. Fait que pour en tenir compte, il faut savoir qu'est-ce qu'il y en a aussi. On va voir seulement certains éléments, parce qu'on n'a pas le temps de faire un cours ce soir, mais certains éléments techniques qui seraient essentiels. C'est juste pour donner le goût peut-être de regarder plus à fond qu'est-ce qu'il y en a. Les limites et contraintes du HDSLR, à savoir, est-ce qu'on y va vraiment avec ça, oui ou non? Okay? Le workflow et équipement disponible pour le HDSLR, parce que si on décide de travailler avec ça, mais ce n'est pas juste la caméra elle-même, c'est l'ensemble de, à partir des lentilles jusqu'à la post-production, distribution. Est-ce qu'il y a un workflow possible avec ce type d'équipement-là? Et la réponse à notre question, est-ce que oui, ça a de l'allure dans le monde professionnel ou on est mieux d'investir sur un mariage? Et le client de ces productions. Je fais une production, est-ce que je pourrais oser présenter ça à un des chaînes spécialisées sur le corps, par exemple? Ou c'est pas assez bon? Est-ce que ça pourrait même aller en salle? C'est des questions qu'on va regarder rapidement ensemble. La question est la suivante. Est-il vraiment possible de produire des films HD? Okay, donc, on parle de télévision. Et même 2K, parce que ce n'est pas tout à fait la même résolution, on verra ce que c'est tout à l'heure, de qualité professionnelle, avec des appareils photographiques. C'est la question qu'on va essayer de répondre. On comprendra que les appareils dont on parle, c'est des appareils photo. Des appareils photo qui ont un mode vidéo. Et non seulement on voudrait faire de la vidéo, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est une vidéo, une saveur, un rendu cinématographique. Exemple, la question qu'on pose, s'il y a des gens qui sont mariés ici, on parle aux messieurs, bien sûr, est-ce qu'il y en a qui sont mariés qui n'ont pas écouté Downton Abbey? Ça, je pense que ça se peut pas, là. Mais Downton Abbey, si vous regardez ça, vous allez vous apercevoir qu'on dirait que c'est du film. Ça a l'air d'être en film. Hein. Le rendu cinématographique est assez évident. Ça n'a pas l'air du vidéo. Et pourtant, ça a été tourné avec une caméra, je pense, à Alexa, je ne me trompe pas. Fait que la question qu'on se pose ce soir, c'est pas seulement si la vidéo est de qualité suffisante, mais est-ce qu'on peut faire ce rendu-là cinématographique avec des caméras photo? Il y a des professionnels du cinéma qu'eux autres, ils prétendent que oui. Et s'ils prétendent que oui, bien, ça ajoute du crédit, parce que c'en est deux, entre autres, il y en a plus que deux. Hein. C'est des gens de l'ASC, l'American Society of Cinematography. On devient membre de cette association-là, non pas parce qu'on désire être membre, parce que c'est l'organisme qui nous choisit selon notre cheminement de carrière, selon les œuvres cinématographiques qu'on aurait fait. Et puis, Shane, ça c'en est un quasiment, il est quasiment l'apôtre du DSLR. Ça n'exclut pas les autres caméras, il n'y a pas de côté tout ce qui est les caméras professionnelles du monde cinématographique, mais il souligne fortement que c'est disponible, il y en a plein d'autres. On voit ici une Canon 5D parce que c'est l'appareil qu'eux utilisent et qui est présenté sur leur site web dans leur documentation. Ils donnent des cours et des séminaires. La question aussi, qui pourrait produire des films? On parle toujours de rendu cinématographique, même si on est en vidéo, avec des DSLR. Un marché très visé, c'est en anglais Indie Film Cinematographer ou Filmmakers. C'est quelqu'un qui commence, mais ça fait longtemps qu'il a dépassé les mariages et les films qu'on fait à Noël chez nous. Hein. Il veut faire des productions, il veut présenter ça, même dans des festivals, il veut même présenter ça, des short stories, des courts-métrages ou même des longs-métrages par la suite, mais avec des moyens limités. Des professionnels, mais pour certaines situations. Par exemple, tu lances quelqu'un avec un élastique et un bungee en bas d'un pont, hein, mais DSLR, c'est moins grave, je ne sais jamais se passer de quoi, parce que la qualité est suffisante. Pour la télé, pour l'Internet, pour toute forme de mobile, les plateformes mobiles qui viennent d'Internet. Et puis un marché qu'on oublie souvent aussi, ce qu'on appelle en anglais le Pro AV, ou du visuel professionnel. Exemple, un bureau d'avocat, on veut un documentaire sur ce qu'on fait. T'sais, les slides, c'est fini. Ils veulent avoir du vidéo, ils veulent avoir une présentation sur ce que c'est. Les services sociaux, des études de cas, par exemple, il y a comme des acteurs. Fait qu'il y a beaucoup de productions de plus en plus. Avant, chez nous, comme la caisse populaire, avant, il y avait un poster. Maintenant, il y a un display ou une télévision HD, puis tu as du vidéo. Il y a quelqu'un qui l'a produit du vidéo. Pourquoi considérer les DSLR? Pourquoi même en parler? La question se pose. C'est toujours énervant, quelqu'un qui est petit peu. Ça va? OK. À cause du potentiel, parce que c'est quasiment, je ne vois pas par erreur, mais les caméras photo numériques, à cause de la qualité exigée pour la photographie,
Oui, OK, bon. À cause de la qualité de la mentir, on comprendra que ça prend une résolution très haute. Hein. Moi, mes parents, mon père, entre autres, était dans l'imprimerie, les journaux, les magazines. On demande une qualité quand même très élevée. Donc, ça prendrait des capteurs de très grande qualité pour faire une photo. Si on pouvait répéter ça vers 24 frames à seconde, c'est une bonne caméra vidéo, mais de très bonne qualité, même au-delà de ce qu'on a besoin. Puis les prix de ça, c'est quand même assez bon. On verra du haut de gamme, des caméras de 2000, 3000, 5000, mais c'est rien comme pratiquement une caméra vidéo. Ici, juste une remarque, parce que des fois, on va entendre quelqu'un qui va dire « Moi, avec mon iPhone, je fais du HD. J'ai même un téléphone 4K. Okay? 4K, HD, ce sont des standards, pas des normes de qualité. Parce qu'une lentille qui, après ça, je pense que c'est pas la même chose qu'une lentille ingénieuse, je vais payer 26 000 par exemple. Il y a des différences. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à là. On comprendra que la qualité produite par ça, pour faire des nouvelles, pour faire ce qu'on appelle du first track news, ça peut aller. Mais quand tu es rendu dans une production de type professionnel, ça prend plus que ça. Ça prend plus que des caméras aussi. L'expression vient souvent prosumer, mais dans le monde du cinéma, ça n'existe pas. Donc, il faut juste souligner ça, ça va aller un peu plus loin que ça. Pourquoi tenter de produire des films avec des DSLR, encore une fois? L'exemple qu'on a ici, on a deux caméras, une vidéo professionnelle. C'est de l'entrée de gamme, mais c'est un très bon appareil, soit dit en passant. Et l'autre, une caméra photo qui peut faire du vidéo. On parle dans un cas de 8-9 000 pas équipés, et dans l'autre cas, on parle d'un petit peu moins de 2 000. Les lentilles de la même compagnie, dans ce cas-ci, c'est du SLR Magic, mais c'est pas le même prix du tout. Le SLR Magic dit standard, là, une focale standard, il y a deux prix très, très différents, donc c'est plus que le double du prix. Fait que c'est une des raisons. Ici, si on regarde ce qui est utilisé généralement en cinématographie, ça c'est une Alexa et une Sony F55. Donc là, on est rendu dans le 40 000, dans le 60 000. Les lentilles Zeiss, je n'ose même pas dire le prix, on n'est plus dans quelque chose d'accessible de quelqu'un qui commence. C'est sûr, ça peut se louer, hein, mais c'est pas... là, on est dans une autre gamme de produits. Fait quelque part, les DSLR n'éliminent pas ça, mais c'est ce qu'on veut quand même imiter. Et la question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'on peut imiter ça? Ce qu'on voit ici, c'est une Panavision Genesis. Ça se loue 4 000 $ par jour. On intéresse à voir ce qu'on fait, puis y aller de pas trop attendre notre temps. Et puis les lentilles Cooke, c'est peut-être une des compagnies de lentilles, c'est des lentilles fixes, à focale fixe. En anglais, Prime Lens. Mais ça vaut 46 000 qui est là, en spécial des fêtes, là, chez quelqu'un qui vend ça. Fait que donc, c'est évident, je ne l'ai pas nommé, il est à compter. Mais c'est clair que si je fais un film qui vaut 60 millions, ça ne me préoccupe pas vraiment. Là. Mais on ne parle pas de ça en termes d'un indie filmmaker, ou est-ce qu'on peut imiter ça avec des caméras qu'on peut regarder ensemble. Ici, on va parler beaucoup de workflow, parce que la caméra seule, ce n'est pas suffisant. Il faut considérer tout ce qui accompagne ça sur le set, là, le lieu de tournage, donc le plateau. Excusez-moi, mon anglais, ça se passe beaucoup en anglais dans cet affaire-là. Mon épouse qui est traductrice, des fois, elle me regarde un peu. Enfin, on va essayer de le dire en français le plus possible. Ici, ce qu'on voit ici, c'est un environnement pour faire du ingest puis du color grading, autrement dit, de la correction de couleur. Puis, ça, ce qu'on voit là, j'ai le prix ici, ça vaut à peu près 30 000 $. Okay. Je n'ai pas encore les ordinateurs avec ça, puis les écrans. Là, c'est les 3 consoles qu'il y a là, et puis le logiciel. Encore là, ça ne nous est pas accessible, ça non plus. Il y a quelque chose d'équivalent à ça. Parce que si un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui fait également du Photoshop, qui fait de la correction. Mais quelqu'un qui fait du vidéo, c'est quelqu'un qui fait du color grading aussi, qui fait de l'ajustement de la correction. Je ne parle pas d'effets nécessairement, mais au moins de la correction. Si on fait des effets spéciaux, ici, ce qu'on voit, entre autres, on voit le Mac Pro. C'est celui qui a l'air d'une poubelle de la salle de bain. Et ça vaut quelque chose comme à peu près 10 000 $ en moyenne, dépendant de l'équipement qu'on a. Et puis, avec ce qu'on voit là, c'est encore un autre kit qui n'est pas accessible, mais montage et ingest. Est-ce que je peux avoir quelque chose pour mon kit DSLR qui ressemble à ça? C'est ce qu'on va regarder aussi. Et en terminant aussi, comme c'est très à la mode, on va faire des VFX, ça c'est des effets spéciaux. Il y a un logiciel qui permet de faire des effets spéciaux, mais qui n'a pas l'air de mon cousin Roger dans sa cave qui fait des effets spéciaux qui est déjà à 30 $. C'est quelque chose qui a vraiment de l'allure, qui donne un rendu professionnel. Parce que c'est toujours ce qu'on veut être. Dans le domaine aujourd'hui des technologies numériques, vidéo, cinématographiques, ce qui est professionnel, on va dire, c'est souvent le contenu. Hein, c'est souvent qu'est-ce que j'ai produit comme matériel. C'est ce qui fait la différence souvent entre un amateur et un professionnel. Okay, fait qu'on va regarder un peu tout ça. Les détails ici.
Des fois, ici, on a une Agra qui faisait des enregistreurs à bobine dans le temps, parce qu'en cinéma, on enregistre toujours l'audio à temps, même aujourd'hui. On pense que c'est quelque chose de dépassé, démodé dans le temps. Mais bon. Je vais allumer une caméra avec ça, je vais enregistrer l'audio à part encore aujourd'hui. Puis comme on va voir tout à l'heure, j'ai même des tracks et un dolly qui va là-dessus, puis c'est encore très, très, très bien. Il y a d'autres choses aussi, mais entre autres, il y a ça. Mais ici, comme l'éclairage, c'est un HMI de chez... mais ça vaut... je suis le prix ici de ça. Ici. Mais ça vaut 3 500 $ cher. En éclairage, ça en prend, parce que c'est pas comme une photo, la personne est assise ou elle est fixe, tandis que là, ça se promène, ça bouge. Hein. Fait que l'éclairage, ça en prend pas mal. Et puis, on voit du storage aussi qui va monter beaucoup ça. La technologie qu'on va viser, c'est toujours un peu la même affaire, c'est que ça va être une technologie qui va être... c'est pour moi, tu peux-tu prendre le message? Okay. C'est ce qui va permettre de répondre aux besoins de mes clients. Parce que si je fais une vidéo, ou surtout un film, je fais ça pour quelqu'un d'autre, je ne fais pas ça pour moi-même dans mon sous-sol. Qu'est-ce que le client, même si je veux être un producteur indépendant autonome, il y a quelqu'un qui va regarder ça dans quelque part. Et puis que ce soit une salle où tu vas le projeter, que ce soit un canal spécialisé sur le cadre ou peu importe, un festival, ils ont des normes d'acquisition. Est-ce que je peux remplir ça, ces normes d'acquisition? Est-ce que je peux les rencontrer? Bien, c'est l'équipement qu'on va choisir va répondre à ça. Puis trop souvent, on va choisir les équipements selon que moi, je tripe ça c'est hot, j'ai vu un gars, tu sais, est-ce que ça va rencontrer le besoin? Puis souvent, c'est pas le cas. Un des premiers pas, si je vais faire de la cinématographie numérique, définir le cinéma. Ça peut-être une chose à faire. Quand j'étais jeune, ça fait bien longtemps, je me rappelle qu'il y avait un trait de cinéma, des 16 mm. Là. Et puis, le gars s'achetait une caméra 16, puis il ratait en cinéaste. Oui, mais c'est plus que ça. Aujourd'hui, on fait un peu parler des caméras vidéo. Il faut chercher une caméra, bien, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, mais c'est juste un des éléments parmi énormément d'autres. Okay? Puis c'est la chaîne au complet qui va faire un rendu, donc un produit professionnel en fin de course. Okay? Donc, définir cinématographie. Comment je définis ça? La grandeur d'écran, ça peut être un élément, mais quel format de fichier que mon client va avoir? Parce qu'aujourd'hui, je ne vais vous donner un fichier. Je vais donner ça comment? Format du média. Généralement, ça peut être un hard disk, un disque dur. Okay. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être un fichier sur un serveur FTP, genre, ou peu importe. Fait que c'est des éléments de bord. Quel est son format de présentation? Parce qu'en cinéma, on verra, c'est du JPEG 2000. Okay, fait que, ici, on voit 3 éléments de production. La caméra, c'est juste un des éléments. Je vais tourner, je vais enregistrer. Avant, on disait tourner, mais là, ça ne tourne plus. Là. On ne sait plus trop comment dire ça, mais parce qu'aujourd'hui, c'est de la mémoire. Ça ne bouge même plus. Là. Enfin, tu peux enregistrer sur le set, sur le plateau de tournage. Après ça, tu vas emmener ça quelque part dans un lieu de post-production. Tu vas faire du montage, peu importe. Puis dans un troisième temps, tu vas donner à quelqu'un quelque chose qui est un format peut-être autre. On voit ici, on fait du vidéo, puis on peut être baseband, puis après ça, tu t'en vas vers un PEG, ou tu vas en ProRes ou peu importe plus. Pour être un peu plus précis, on regarde toujours ça dans l'optique de est-ce que je peux me partir à une compagnie ou pas en DSLR, est-ce que ça a de l'allure ou pas. Il y avait quelqu'un qui travaillait chez IBM un peu avant sa retraite. Il étudiait en neurologie, il étudiait forcément en informatique, puis il a décidé de se partir à une compagnie de production, c'était son rêve. Et puis, il est parti justement avec une firme, et puis c'était basé sur du DSLR. Donc, on verrait ça comme en production, caméra, recorder, on parle d'un enregistreur vidéo séparé de la caméra photo. Okay. Audio, c'est enregistré séparément, puis l'éclairage. L'éclairage, c'est toujours la part en pause. Tu sais, des fois, quand tu fais du cinéma plus qu'amateur, il y a un gars qui se présente là, puis des fois, on va le mettre ses spots, mais tiens, on va s'arranger avec ça, mais des fois, ça donne des résultats aussi qui sont un petit peu... Fait que c'est tous des éléments très importants, mais on voit qu'en post-prod, le ingest, Media Asset Management, parce qu'on peut même parler de ça dans notre monde à nous. La synchro audio, c'est enregistré à part, il faut synchroniser ça. Le montage, storage, parce qu'il faut enregistrer ça quelque part. Distribution et présentation, pour l'instant, dans la présentation d'aujourd'hui, on tient pour acquis qu'on donne ça à contrat à l'extérieur. Il y a des firmes qui font ça à des prix très abordables. Okay, selon les nombres d'acquisition des... Comme je disais, c'est une présentation à titre personnel, c'est un hobby qui est personnel. Je vais vous parler de mes premiers pas dans ce domaine-là, ça fait quand même un certain temps, c'est même une passion. On était un des premiers, je pense, au Canada, pour partir sur ce côté-ci de l'univers, à avoir un cinéma maison en 1966. On comprendra qu'à ce moment-là, mon père travaillait pour l'ONF,
Et puis, on avait un projecteur 16 mm dans la maison, puis, parce qu'il regardait des films ONF, forcément. Et puis, on avait comme un 12 pouces de guitare d'un coup, un ampli, on mettait ça en avant à côté de... Et puis, c'était assez spécial, c'était assez rare dans ce temps-là. Ça a quand même suscité chez moi un intérêt. 2 films marquants, encore là, ça date un peu. Premièrement, c'est 2001 Odyssée de l'espace. On remarquera que c'était en japonais, c'est parce qu'on était au Japon cette année-là, notre famille. Puis c'est pas tellement parce que c'était de la science-fiction, mais il y avait beaucoup de premières en termes de créativité. Première fois qu'il y avait du silence dans l'espace. Premièrement, qu'on tenait compte de l'attraction ou la pesanteur, dépendant où tu étais. Première fois que la grande roue qu'on voit là, il y avait une partie que la construction n'était pas finie. Et le réalisateur a dit oui, mais dans une grande ville, des fois, il y a des immeubles qui ne sont pas terminés. Il y avait énormément de créativité. Je trouvais ça intéressant, cet aspect-là. Et puis l'autre, c'est 1972, je me rappelle. Non, 1973. La nuit américaine. Je pense que toute école de cinéma devait présenter ça comme film parce qu'on voit une équipe de cinéma qui, au départ, c'est évident qu'on pense aux Academy Awards, on s'en va faire le chef-d'œuvre de notre vie. Puis en cours de route, on rêve de juste de le finir. Parce qu'il y a milliers de problèmes qui surviennent. Et c'est un petit peu la vie des productions. C'est intéressant parce que ça nous montre la vraie vie de ça. Et puis même si on tourne 35, c'est encore très actuel aujourd'hui parce que le problème est souvent, je dirais, humain. C'est souvent une dynamique humaine qui vient jouer beaucoup dans la production. Les premières armes en vidéo, c'est pas dire non plus, quand je suis rentré à Radio-Canada. Le VTR qu'on voit, c'est un VTR 2 pouces, un quad qu'on appelait. Ça valait à peu près $250,000. À ce moment-là, on nous disait jamais de ton vivant, on va pouvoir rêver à enregistrer la vidéo en couleur à base. On a vu que les technologies ont évolué très rapidement depuis là, mais ça, c'était ce que les gens croyaient, là, pas juste chez nous. Par la suite, il y a eu les 1 pouce, les 3/4 de pouce, enfin. Et puis, dans les années, fin des années 60, début 70, il y a eu les fameux porte-à-pack Sony, demi-pouce noir et blanc. Je vais travailler un petit peu avec ça, qui permettait évidemment de faire de la production. Puis l'ONF prêtait des stands de montage, on peut faire ça gratuitement. Donc, ça a été bon quand même pour ceci. Ce qu'on va regarder ensemble, vous voyez, on voit ici un kit Sony, là. En bas de 5 000 $, tu peux avoir une caméra puis un laptop avec un logiciel fait du montage qui donne une qualité au-delà du produit consumer. Une réponse à une question rêve ou réalité, c'est jamais oui à 100%, c'est jamais non à 100% non plus. C'est dans quelle situation ça serait possible, c'est plus qu'est-ce qu'on va regarder. Okay, ensemble. Pour ce faire, sans faire un project management développement, si on veut, là, on va regarder ce qu'avait une étude de cas sommaire, hein, c'est très fragmentaire parce qu'on a peu de temps ensemble. Hein. Si je m'apportais à un nouvel film, une start-up, on parle d'un indie filmmaker, là, en dehors de... Okay, ou un service à l'intérieur d'une corporation. Parce qu'il y a de plus en plus de corporations qui présentent plus de slides, là, des PowerPoint comme on fait, ils veulent voir des vidéos. Ou un centre de formation. Parce que on va voir dans les produits qu'on va voir vers la fin de la soirée, il y a bien des affaires qui ne sont pas montrées, qui ne sont pas enseignées. Il faut l'apprendre un peu sur place, puis des fois, mais ça devient lacune. Comme apprendre à jouer de la musique par soi-même, ça peut aller, là, mais des fois, on comprendra que... Fait que ça, c'est un peu pareil. Si j'avais présenté mon projet, cette émission de chez nous à Radio-Canada, les Dragons, possiblement que, comme le budget est assez mince, ils diraient qu'on n'investirait pas nécessairement là-dedans, hein, mais c'est une bien bonne idée, tu sais. On va donner des contacts. Ou je ne veux pas entendre, ils vont me dire, ton affaire, c'est farfelu, on va travailler ailleurs. Tu sais. Fait que c'est important aussi de se challenger soi-même et puis démontrer que, oui, mon business case, mon plan d'affaires est viable. Tu sais, c'est quelque chose qui peut être technologiquement, dans notre cas. C'est autre qu'on va regarder, le flux de travail ou le workflow. Production, post-prod, stockage, storage en anglais. Les fichiers, on veut être capable de produire des fichiers permettant une distribution vers des formats clients de qualité suffisante, on pourrait dire. L'audio, dans notre cas présent, on va parler de stéréo. Parce que les gars qui peuvent faire un bon mix en 5.1, on verra que le 4K, c'est plus du 5.1, c'est du 22.2. Imaginez, on disait à quelqu'un, 7.1, c'est pas toutes les épouses qui aiment ça dans le salon. T'sais. Ça commence à faire des haut-parleurs puis du câblage. Imaginez du 22.2 chez vous dans le salon, je ne sais pas comment ça va être accepté. Mais de toute façon, on dirait que la plupart des gens vont écouter la télévision, les broadcasters, avec les haut-parleurs qu'il y a sur le téléviseur.
Et des fois, c'est assez mal foutu. J'avais vu quelqu'un qui avait un 5.1, mais il n'y avait pas de plate, qui avait une porte, puis qui a tout mis au parleur sur le mémoire à côté. Fait que ça donnait... non, mais on envoie de ça, tu sais, ils mettent la barre, des fois j'en mets debout, mais là, je l'ai mis debout sur l'autre bord parce qu'il y avait de quoi, en haut. On met ça à TV en dessous, en fait. Fait qu'un audio stéréo, puis en fait, stéréo, même stéréo, ça n'existe pas là, en cinématographie, même à la télé. Stéréo, c'est quand je veux créer une image. Par exemple, je vais aller enregistrer l'orchestre symphonique à la maison de... Mais je veux recréer une image stéréophonique, mais là, c'est une technologie en microphone XY, un microphone MS, qui est quand même assez délicat à travailler. Là. Fait que c'est plus en télévision qu'en cinéma de la monophonie dirigée. On va voir ça un peu plus tard. Puis QOE, on appelle ça Quality of Experience, parce que comme on ne mesure pas beaucoup dans le type d'entreprise, on essaie de, au moins, qu'on puisse évaluer une qualité of expérience équivalente à un produit professionnel. Ceci dit, là-bas, quand il y a la conférence annuelle SMT, il y a quelqu'un qui faisait du mix audio puis du color grading. Il y avait une salle de projection comme une des salles au Beaubien, pour que je sais qu'ils connaissent leur place. Il était assis dans le milieu, puis il dit, écoute, j'ai un projecteur 2K en arrière cinématographique, j'ai un système surround, si c'est beau ici, ça a bien des chances de le voir un peu partout. Fait que lui, c'était sa norme de qualité. Il y avait certains appareils, mais il se fiait beaucoup au QA, parce qu'il y avait un environnement réel des projections. Ce qui est un projet, mais on va en parler pareil. Si j'ai une petite firme, c'est souvent quelque chose qui m'appartiendra à moi. Une salle de projection de visionnement, je vais vous présenter quelque chose. L'audio surround, on va quand même en parler du Atmos. Atmos, on penserait que les systèmes, ça c'est le manque de connaissance de Dolby. On parle de 46 haut-parleurs. Ça commence à faire. T'as pas ça chez vous, on s'inquiète pas, mais dans les salles de cinéma, ça existe. Formation, documentation, on verra que c'est quelque chose qui. Il y a une assez grosse lacune de ce côté-là. En passant, j'ai vu une présentation de quelqu'un de très sérieux, puis il parlait de IP, de networking, puis tout, j'écoutais ça avec beaucoup d'attention. Il y a un gars brillant, mais ça pas quelqu'un qui ne savait pas. Puis il parlait de switch, puis SMT 2022, ah oui, là. Puis ce qu'il y avait à l'écran, c'était des l'icône. Fait que la formation est souvent déficiente dans ce domaine-là, parce qu'on dit, j'ai le logiciel, je vais taponner ça, je vais finir par savoir comment ça marche. Et puis des fois, les résultats ne sont pas toujours... Ça peut être correct, mais ce n'est pas toujours optimisé. L'enfant pauvre, des fois, des systèmes, c'est le côté informatique, le côté réseautique. Moi, j'ai dit, le système, c'est 20, 30 000, 100, 150 000 $. Ils vont mettre une switch là-dessus, 139 pièces acheter au bureau en gros, mais ils disent, hey, ça te chauffe, je comprends. C'est bon switch-là pour chez vous, mais c'est pas suffisant pour ce que tu veux faire. Puis les coûts de production, même si des fois les gens qui travaillent avec moi sont... c'est gratuit ou peu importe, il faut quand même évaluer ce que ça coûte, la valeur de ta production. Okay? On verra ça un petit peu. Donc, le projet, l'idée, j'ai 15 000 $, peut-être un 5 000 de contingence parce que je ne suis pas trop sûr de mon affaire, 20 000 au total. Est-ce que c'est réaliste avec un montant comme ça de partir une petite firme de production? C'est évident qu'ils sont parlé il y a 10 ans, on parlait de fois 10 ans, 100 000, 150 000, compagnie, pas mal plus. On parle aussi de monétisation, comme on dit, c'est du produit pour d'autres. Dans quelque part, il faut qu'il y ait des entrées d'argent parce qu'à un moment donné, ton stock au bout de 5 ans, c'est déçu ou ça ne marche plus. L'entretien, total cost of ownership, on s'en parle un peu plus tard. Donc ici, la référence, donc le cinéma argentique, on va regarder ça rapidement, parce que c'est ce que le numérique est mettant. Donc, dans 3 cas, Super 8 a toujours été amateur. On disait que le 16 mm était professionnel. Mon opinion, que c'était relativement amateur, un peu professionnel, mais ça laisse ses limites à peu près. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'ai fait un 16, mais le gonflé en 35. » Tu regardais dans la salle de cinéma, la résolution, c'était quasiment une boule de bowling, tu fais compter les points quasiment. Les miracles n'existent pas dans ce domaine-là. Ça résout ça, un problème, il n'y en aurait pas plus. Non? Mais ça, vous savez ses utilités. Et les caméras 35, mais pour les salles de cinéma, qu'on appelle en anglais theater. Lorsqu'on parle de pellicule film, on réfère souvent à ça. Ce qu'on appelle l'académie, le format académie, c'est 1.37 à 1, qui est un petit peu différent du 4.3 télé, parce que 4.3 télé, c'est 1 à 1.33, donc, mais c'est à peu près la même affaire, c'est presque négligeable. Mais on voit ici que le Super 35, mon sensor est un peu plus petit, pour faire un format. Moi, je vais 16.9 pour la télé, mais c'est pas du 16.9 pour le cinéma, on verra ça plus tard. En passant, court-métrage, long-métrage, je l'ai écrit ici parce que je ne me souviens pas par cœur, c'était un petit peu bizarre. Un long-métrage, selon l'Académie, c'est, on dirait, 40 minutes.
Et puis les Européens, les autres, ils disaient c'est 1600 mètres long métrage. OK? Fait que c'est juste à cause de ça. Puis on sait qu'un film, normalement, ça dépasse l'heure en termes de long métrage. Il y avait deux types de films, un daylight et un tungsten, on verra ça plus tard. Quelque chose qui correspond à la lumière du jour et la lumière intérieure, mais j'en parlais un peu plus tard de ça. Fait qu'on réfère souvent ça au tungstène pour daylight parce que la pellicule avait une sensibilité précise, un type de température couleur complet. Okay? Fait que même dans le numérique, on réfère toujours à ça, fait qu'on ça vient du cinéma. L'audio. L'audio, même des années 50, 60, 70, a toujours été important pour le cinéma. Ici, on voit des Nagra. J'ai déjà travaillé avec une Nagra 4.2 de la première. Ça ne me rajeunit pas de ça, mais enfin, c'est comme ça. Puis, il y avait des systèmes de réduction de bruit, Dolby A pour le cinéma, Dolby SR, et Dolby DC étant pour la maison domestique. On voit un plus gros modèle de Nagra à côté. Et pourquoi c'est assez important l'audio? C'est parce que dans ta salle de cinéma, c'est ça que tu avais en arrière de l'écran. Les gros modèles, c'est du A4. Les petits, on connaît plus ça comme étant des A7 de Voice of the Theater dans le tech. Mais c'était ça, puis tu es dans la première rangée. Et puis tu as un signal to noise qui n'est pas très bon, comme 45, 50 signal to noise, qui valait un tel cassette. Là. Mais c'est comme les chutes Niagara pour la première rangée. On t'entend ça et c'est épouvantable. T'sais. Fait que si tu fais un 50 à 15 en termes de bande passante, je suis capable de vivre avec ça, mais je veux pas avoir de noise. Parce que quand j'ai ça, là, on verra que j'ai encore pire que ça dans les cinémas d'aujourd'hui, mais je vais avoir un signal à 90, 95 et quelque chose comme ça. C'est simple pour souligner que le montage film, ça a toujours été quelque chose d'assez simple. Ici, on voit un exemple 16 mm, mais c'est la même chose de 35. On remarquera dans le bois du bureau, il y a une poignée de tourner le film. Fait qu'on transfère l'audio sur un magnétique strip, puis tu as ton image. Puis tu essaies de les synchroniser mécaniquement ensemble, puis il y a une claquette là, pour le faire. Et puis ton montage était fait avec ça. Puis les grandes firmes, là, des fois, il y en avait des électriques, puis il y en avait des manuels. Puis si tu avais beaucoup d'argent, tu as fait un flatbed comme ça, soit 16 ou 35. Et puis ça, c'était électrique forcément, puis tu avais tes plateaux audio, tes plateaux, évidemment, images. Et puis la plupart des films ont été faits avec quelque chose comme ça. Et puis, Academy Award, tant que vous voulez. Fait que pour les gens de cinéma, ils vont dire une unité de montage vidéo, ça ne prend pas 16 PC. Là. Ils vont appeler ça une appliance. Je vais avoir un PC ou un Mac. J'ai ma préférence là-dessus, je vous dirai tout à l'heure, mais qui va faire juste ça. Tu ne vas pas faire 2000 fonctions avec ça, lâcher mon courrier, faire ci, faire ça. On veut juste un appareil pour remplacer ceci. Okay? Que ce soit du 16 mm, quand je faisais du 16 mm, ça pouvait aller par la télé, parce que la plus grosse télé que j'avais, c'est 26 pouces. Il y a eu des 32 pouces par la suite. Tu avais un petit haut-parleur en plastique dans le côté, là, fait que ça, l'audio était suffisant. Et même un film projeté en dehors des salles de cinéma, mais c'était pas très grand. Puis encore l'audio, c'était assez moyen. Mais si on va en salle, ça, c'est le capitaine, le cinéma, entre autres, à Hollywood. Je présente celui-là parce que j'y étais, je l'ai vu, ça m'impressionne un peu, parce que c'est les anciennes salles de cinéma, tu as des grandes salles. Ils ne coupaient pas ça en 4 par 6, c'était une salle qui avait un cinéma unique. Et puis, des écrans quand même très, très gros, de 60 pieds, ça approche quasiment de 80 pieds. Fait que c'est important d'avoir une image de qualité, parce que sinon, c'est épouvantable, c'est pas beau. C'est pour ça que les gens de cinéma sont très, très, très pointilleux. C'est évident que si on fait une série télévision, j'en passe un par semaine, puis j'essaie d'en recorder 4 à 6 par semaine. C'est différent que prendre 8 mois pour faire un film, par exemple, on s'entend. OK, mais eux autres, les prérogatives ne sont pas les mêmes. Il y en a qui vont dire la pellicule c'est fini. Je serais porté à dire que dans bien des cas, oui, on roule beaucoup encore en 35. Parce que ça a des propriétés, ça a des qualités qui plaisent aux producteurs. Puis ils font ce qu'ils appellent les autres DI, Digital Intermediate. Tu tournes 35, même Panavision sort encore des produits dans ce domaine-là. Mais tout de suite, tu vas le scanner, tu vas le transcoder en vidéo, en numérique. Puis après ça, tu vas faire des processing de travail. L'appareil que là, je ne sais pas si j'ai le prix de ça, c'est quand même pas très cher. Je n'ai pas le prix, mon père, je pense que ça doit faire de 30 000 $, quelque chose comme ça, alors qu'avant, c'était des centaines de milliers de dollars. Ça, normalement, tu ne le fais pas toi-même, tu vois, il y a des firmes qui font ça. À faire ça. Formation, dans les écoles, généralement, l'aspect artistique, l'aspect opération des équipements, ça ne manque pas. Généralement, c'est très bon. Ce qui manque, c'est les technologies associées à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi?
Un rapport signal bleu audio, comme je disais tout à l'heure, pour ton recorder, c'est quoi tu aimerais avoir? Aucune espèce d'idée. Même après une formation, des fois, quand on parle de color space, mettons, ces choses-là, des fois, c'est un petit peu abstrait pour bien des gens. Même des gens qui ont une formation dans le domaine. Permettez une citation, ça fait toujours beau, ça, une citation fait culturelle. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, et c'est vrai, ben, l'ignorance, ça coûte encore plus cher. Et puis, il y avait une expression de mes grands-parents qui disaient, tu sais, deux coups de barouette, puis le chemin est droit, là. Mais des fois, malheureusement, on voit ça dans nos milieux. Des fois, il y a des gens qui disent, ah, c'est beau sur ma TV, j'en ai chassé avec ma caméra, c'est tellement beau. Mais si on y va de plus près, si on l'analyse, on s'aperçoit que c'est pas laid, mais c'est pas suffisant. Et puis, on est dans un domaine où la technologie évolue très rapidement, ça évolue beaucoup, ça change énormément. Donc, l'éducation, c'est quasiment un processus permanent, j'aimerais dire, si on veut donner le meilleur service, la meilleure technologie possible. Deux premiers livres que j'ai lus dans le domaine du DSLR précisément. Dans un premier cas, c'est un livre qui vient, ça c'est gratuit, c'est un livre qui vient de No Film School sur l'Internet, qui nous présente les pour et les contre, les limites, mais les qualités du DSLR cinématographie. Et l'autre, c'est rare, j'en cite en français, mais c'est une belle traduction, c'est une bonne traduction. Vous remarquez que mon titre est très semblable aussi. Filmé avec un réflexe numérique. Et puis, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de données là-dedans intéressantes. Online, c'est sûr que ça sert d'introduction, mais c'est quand même ça. YouTube puis Vimeo, où il y a à peu près n'importe quoi en termes de qualité, mais eux souhaitent une meilleure qualité possible. Fait qu'ils ont des cours. Ça sert plus d'introduction, on dirait, mais quand même. C'est quoi des f-stops, c'est quoi ci, c'est quoi ça, mais des fois, c'est bon de le regarder. Comme c'est une vidéo, mais ça n'est pas l'apprentissage quand même comment. Si je prends le modèle américain des choses, là, les majors, là, les grandes compagnies de cinématographie, on prône, sans que ça soit obligatoire, mais on prône très très fortement les formations universitaires. Ici, on a deux universités, là, je ne qualifie pas le programme, je ne les connais pas, mais je sais qu'à l'UQAM, ils donnent des cours, et également à Concordia, ils donnent des cours en cinématographie au niveau baccalauréat. Je pense que quelqu'un qui voudrait s'en aller en cinéma d'une façon professionnelle, ça serait quelque chose à considérer sérieusement. Aussi, je parlais de Downton Abbey. Ici, je souligne la revue américaine Cinematographer, on voit ça plus en anglais, par contre. Là. On vous présente beaucoup de making of. Comment ce film-là a été fait. Et c'est intéressant parce que c'est pas juste le côté artistique ou le côté des comédiens, puis comment chercher du financement, peu importe, auprès des instances gouvernementales. C'est quoi mon plan d'éclairage? Quelle caméra j'ai utilisé? C'est quoi les lentilles? Puis pourquoi? Puis comment? T'sais? Fait qu'il y a beaucoup à apprendre de ça. Fait que quelqu'un qui va être dans ce domaine-là, ben, ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes parce qu'on voit de la part des professionnels comme eux qui travaillent là. L'écosystème média, dans le domaine des médias, tout le monde le sait, ça change, puis pas à peu près. Fait que c'est un monde qui est en changement, permettant encore des citations. Et M. Bob Primes, qui est membre ASC, puis qui donne des cours, des ateliers, d'un jour sur le DSLR. Il n'est pas peur de commettre des erreurs, tu sais. Parce que souvent, c'est peut-être une mentalité qu'on a des fois au Québec. Tu fais une erreur, tu as rendu t'es pas bon. T'es fini, pour toi un restaurant. Mais assieds-toi, tu t'es trompé, tu t'es planté, c'est pas grave, assieds-toi. Et puis, ces caméras, ce type de caméra-là, ce type d'équipement-là, nous permettent des fois de recommencer 2 ou 3 fois parce que c'est pas catastrophique en termes de choses. Il y a une citation dans le slide, mais ça dit que oui, il y a des difficultés, oui, il y a des problèmes, mais dans les problèmes d'intimité, des fois, il y a des occasions qui peuvent survenir. Un exemple que j'avais vu ici, vous connaissez le film Slumdog Millionaire. Ça, j'ai le nom ici. Warner Brothers avait commencé à faire ce film-là. À un moment donné, ils ont arrêté d'y croire. Puis ça arrive, hein, les compagnies qui font des films, à un moment donné, bon, je ne crois pas au succès commercial, on va arrêter ça, parce qu'on a dépensé tant d'argent, je ne pense pas qu'on n'ira pas de part avec ça. On a fait ça en DVD, Blu-ray, ils ont carrément arrêté ça. Ça a été repris par Fox Searchlight, parce que 20th Century Fox, ils ont comme un sous-département, ils ont tout ça, les majors, pour faire des films de type indie, des films répertoires, des choses comme ça. Et tu peux qu'on ne leur reprendrait pas, nous. Fait qu'ils ont racheté les droits, puis les dépenses, puis ils ont pris le film. Ils ont gagné au moins un Oscar, ça a fait 300 millions pour box-office. Fox Searchlight, ils n'ont jamais fait d'argent autant avec un film que celui-là. Fait que des fois, ce qui peut avoir de l'air perdu, ou ce qui peut avoir de l'air des fois moins intéressant, peut le devenir. Des menaces pour les diffuseurs.
je vais dire quand même si mon épouse est ici, Downton Abbey, elle l'enregistre, elle l'écoute après. Fait que tu passes le recording pour 9 heures, puis là, tu vas t'asseoir en bas à 9h20, de telle sorte que tu dois sauter comme si avec le PVR à la maison. Fait que il y a plusieurs personnes qui sourient, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font ça. Hein. Fait ce que ça fait, les commerciaux, c'est sûr que ça crée un problème, ils savent, ils sont pas. Fait que ça crée un problème dans le domaine des diffuseurs télé, que ce soit spécialisé ou autre. Et également des moyens alternatifs de diffusion. Ici, je ne parle pas nécessairement d'Internet et Netflix, mais avant, comme à Montréal, tu avais 2 diffuseurs généralistes au début. Après ça, il y en a eu 3 ou 4. Les 2 autres se sont rajoutés. Moi, je parle de 4. Là, tu vas sur le câble, il y en a 200. Fait que c'est évident que les moyens de diffusion, ça s'est explosé. C'est une réalité auquel on fait face au Canada, mais c'est la même chose en Europe et aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ça à la maison, là, des ados. Quel est le rêve pour les parents quand tu as des ados? Le terme est ici, autonomisation. Tu sais. Okay? Et puis ça, c'est un rêve encore, mais dans le domaine des médias, c'est quelque chose qui est possible depuis quand même assez longtemps. À savoir, c'est qu'avant, qu'est-ce qui faisait barrage? L'accès à l'équipement, l'accès aux technologies. C'était compliqué, c'était extrêmement coûteux, puis tu peux faire un film ou ça, tu sais, ça va prendre de centaines de milliers de dollars, des fois c'était moins. Mais tandis qu'aujourd'hui, avec des équipements à des budgets quand même relativement accessibles, on peut faire des productions intéressantes. Le terme en anglais, c'est empowerment. Bon, on voit ça de plus en plus dans des revues spécialisées. Autre chose, je veux juste souligner ici, à Montréal, les productions américaines et étrangères, ça représente à peu près 270 millions par année. L'avantage de ça, c'est que ça crée, dans l'environnement immédiat, toute une gamme d'expertise et de services. Exemple, je vais faire une production, je dois faire un packaging pour une chaîne spécialisée ou même pour le cinéma. Mais il y a plusieurs firmes à Montréal qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils desservent des techniciens, des gens spécialisés, des gens connaissants, ça se trouve. Quelqu'un qui peut faire du color grading, etc., ça se trouve à Montréal parce qu'ils le font déjà. C'est 270 millions, c'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup en même temps. La position adoptée, c'est quoi la démarche envers la technologie? Il faut faire attention, des fois, il y a des fanatiques de technologie, là, puis ils vont t'équiper une caméra avec un paquet de gugus, ça fait cinéma au bout, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Il faut faire attention un petit peu, là. On dit qu'on est en mode simplicité volontaire, et ce qu'on voit ici, imaginez un kit de même, là. Hey, l'intercom ne marche pas, il est où le fil, tiens? Je cherche-le, tiens. Ça fait que ce que j'ai pas de besoin, je ne la jette pas, je ne m'en sers pas, là. Surtout quand tu t'en vas sur un site de tournage, là. Je ne charrie pas un paquet de stock, un paquet de gugus dont tu ne te serviras pas. Ça peut plus te nuire que d'autres choses. Ici, on voit 2 films qu'on reconnaîtra. Xavier Dolan, dans le premier temps, Mommy, et l'autre, le film, c'est The Artist. Ici, on dit que la technologie est au service des créateurs, c'est pas une fin en soi. Mommy, lui, il voulait faire, on fait ça du 1 par 1. Tu sais, le format, ça n'existe pas encore. Je pense que le dernier film qui était fait en 1 par 1, c'était en 1895, ça fait très très longtemps, c'était un format qui n'était pas standard. Dans le temps que les standards n'existaient pas vraiment. Non, moi je veux ça en 1 par 1. Mais dans le fond, c'est pas déraisonnable. Il va présenter le Canada aux Oscars. Mais tu sais, c'est pas rien. Il veut ça en 1 par 1, mais go, on va peut-être l'offrir, on va essayer de trouver le service. Et l'autre des artistes, on remarquera que le film est en noir et blanc. Tu lui dis, regarde la couleur, ça fait un certain temps, lui, il veut ça en noir et blanc. C'est correct, c'est pas déraisonnable, ça va être donc, c'était souligné même à la conférence annuelle, la technologie, aussi essentielle soit-elle, est au service du créateur. Okay? Aussi de faire attention à la tyrannie de la nouveauté. Oui, il faut toujours être au fait des nouveautés, il faut toujours être au fait, il faut toujours suivre ça. Et des fois, il faut embarquer dans le bateau, il ne faut pas laisser passer le train. Ceci dit, moi je me rappelle quand le 3D commence à sortir, il y en a, toutes nos caméras, mais ça, évident, il faut avoir du 3D. Le 3D, c'est pas mauvais. Le 3D a une raison d'être, mais ça ne remplace pas tout. Fait que c'est pas une tyrannie à nouveauté, puis c'est pas nécessairement un chemin à prendre. Oui, dans la plupart des cas, mais il faut user de discernement. Et il faut être de son temps. Moi, j'ai déjà eu un tape UR à bobine pour enregistrer pour le cinéma, c'était bien fun. Mais là, aujourd'hui, c'est 16 mm, puis ces affaires-là, ça n'existe plus, ou ça devrait plus exister à mon avis. Fait que faut utiliser les technologies d'aujourd'hui. Parce que mon client, lui, ce qu'il veut, c'est un produit qui découle de l'utilisation des technologies d'aujourd'hui. Il faut faire attention aussi de ne pas s'accrocher au passé.
Pour ça, c'est donc quand je me promène dans les corridors de Radio-Canada, je vois un paquet d'équipements, c'est amusé, là, avec lesquels j'ai travaillé. Fait que je ne sais pas s'il y a un message, tu sais, mais ça fait toujours drôle de voir ça. Ah, j'ai fait l'émission avec ça. OK. Élément essentiel, on va regarder ça rapidement avant le café. Étant un employé fédéral, puis je vois que le café là-bas, il y a une tentation. Donc, certains éléments essentiels. Capteur et processeur, ça a déjà été présenté ici, fait que je ne recommencerai pas ce qui a été dit. Ceci dit, on remarquera qu'il y a un sensor en anglais, donc un capteur. Un capteur photo, parce que il peut faire du 5300 par 4912, puis j'ai un aspect ratio, donc un format 3:2 pour faire des photos. Okay. Nous, si on va faire de la vidéo avec ça, moi, je vais faire, par exemple, du 1920 par 1080p, donc du HD. On s'aperçoit que je n'utilise pas l'ensemble du capteur. Fait que comment ça marche, ça? C'est qu'il y a un processeur qui vient avec ça, qui fait un traitement. Et d'une caméra à l'autre, d'une compagnie à l'autre, c'est évident qu'il y a des qualités différentes. On nous a présenté cette année au congrès des caméras haut de gamme, professionnelles, on enregistrait directement à partir des capteurs, en RAW. Puis s'apercevoir que tu n'avais pas le même rendering, le même résultat. Okay. Fait que nous, on est confrontés un peu avec ça, mais ça, on va faire avec des caméras photo de la vidéo. Petit moment culturel de présentation. Ici, en termes de résolution, si on parle de HD, 2K, 4K, UHD, c'est des formats, ce n'est pas des garanties de qualité. C'est pas parce que mon téléphone est HD que j'ai une résolution de correspondant. Je peux avoir des résolutions de 800 points, par exemple. Par exemple, dans le temps du NTSC, je parlais de 525 lignes, mais les recorders, c'est à 350. Okay. Ça, c'est un peu pareil. Si je regarde ici, c'est le petit carré rouge, je verrais que si la résolution est plus bien bonne, là, parce que c'était un pointilliste, puis j'ai regardé de trop près. Là. Fait que des fois, si je n'ai pas de résolution suffisante de mes capteurs, ou la résultante, bien, des fois, je m'aperçois que c'est. Comment ça se fait que j'étais en HD, puis c'est pas bon, c'est parce que ma résolution. C'est une spécification qui ne vient pas souvent avec la caméra. C'est comme ma vraie résolution, pas le format, mais elle n'est pas toujours là. Il y a des tests qui peuvent être faits pour ça. Ça, j'ai pris une note parce que je ne m'en souviens pas toujours. J'ai resté un an au Japon, donc ça, c'est une. En japonais, c'est bokeh. Ça se prononce comme ça, je pense, en anglais, ça n'a pas été traduit. C'est quand je fais du blur, quand je fais du flou. En cinéma, il aime bien ça. Je reviens à Downton Abbey, il y a deux personnes qui se parlent. Pendant que lui parle, il est en foyer, puis l'autre est flou, puis après ça, tu changes la focale de telle sorte qu'à l'autre, après, il devient. Donc, on voit qu'en arrière de mes deux sujets, tout est flou. Fait que ça prend généralement un sensor d'une certaine grandeur, donc un capteur, et puis ça prend une focale assez grande ouverte. Fait que ça, en cinéma, les gens aiment beaucoup ça. Et puis, j'en ai le terme encore aussi, là, qui s'appelle du bokeh hachi, c'est un flou intentionnel. Une fois, il y en a qui m'arrive avec une photo, il dit c'est un flou artistique. C'est pas un flou artistique, c'est une photo de prise, c'est pas pareil. Non, mais des fois, il y en a qui sont créatifs dans le vocabulaire. Mais ça, on va faire, ce genre d'image-là, on va faire souvent ça, en photo forcément, mais en vidéo ou en cinéma. Puis on remarquera qu'en vidéo, c'est parce que le challenge, le défi, c'est que ça bouge, hein, ça n'est pas fixe. Ça, c'est des choses qu'on connaît, les f-stop. Quelqu'un m'avait demandé pourquoi F1, F1.4, F2, 2.8, 4, 4, 5, 6, 7, ça vient de où ça? Je fais grâce des mathématiques de ça, mais c'est un facteur de 1 sur radical 2. Fait que pour ceux qui aiment les maths, 1 sur radical 2 à la 0, à la 1, à la 2, à la 3, mais ça va vous donner des facteurs comme ça. Et puis si on change le 1 au-dessus, ça va donner des valeurs comme 0,95, ça peut bouger un petit peu. Donc on comprendrait ici un f-stop, plus ta lentille la diamètre est grande, mais plus que tu vas avoir de la luminosité, donc tu peux avoir des f-stops plus petits, plus c'est petit, mais plus que tu peux avoir. En cinéma, on a ce qu'on appelle des T-stops. Okay. Ça veut dire quoi un T-stop? C'est une petite variante. Le f-stop ne me parle pas des problèmes associés aux lentilles, à savoir, parce que ma lentille est à 100% transparente. J'ai-tu de la réflexion, tu sais? Fait qu'on parle de transmittance. Fait que le T-stop en cinéma tient compte de la transmittance. Sinon, deux lentilles avec un f-stop identique de 1.2 n'aura pas le même effet sur mon capteur, mais si c'est le même T-stop, ça va être la réponse. Donc, juste tenir compte de ça, si on parle de cinéma, des fois, même ici, je ne sais pas si on vend ces produits-là, mais enfin, j'en parlais plus tard. Il y a des lentilles, comme les IK, par exemple, qui vous présentent ça, marqué T ou F, donc T-stop. Okay? Petit détail ici. Le field of view, donc, c'est le champ de vision, l'angle de vision. Ça, des fois, les gens vont confondre ça avec le fait
c'est quoi le normal? Une lentille 50 mm pour un full frame, c'est quoi le normal? La normale, c'est pas l'angle de vision, c'est par rapport à un être humain. C'est que, si je regarde avec un œil, par exemple, est-ce que ça vient plus proche ou plus loin? Fait que la normale, ça souligne ça, alors que l'angle de vision, c'est beaucoup plus petit que la vision de point wide, que la vision d'un être humain. Okay? Ça, quelque chose qui n'est pas toujours compris, puis on va juste le souligner ce soir. Le color space, on parle juste en termes de gamma. Et color depth, on parle de 8 bits et 16 bits ici, de 10 bits, pardon. Et le subsampling couleur, on voit CB, c'est R, c'est des matrices, et c'est de l'information couleur. Là, pour ce soir, je pense qu'on va sentir l'information couleur. On voit que le 444 me donne une information Y, donc luminance, le nom est blanc, et les deux informations couleur de cette matrice-là en question. Donc, j'ai l'information complète. Si je suis en 422, je vois que un sampling, j'ai l'information complète, à savoir la luminance puis les deux luminances. L'autre après, j'ai juste la luminance, donc juste la noir et blanc. 422, on peut vivre avec, mais 420, ça commence à faire dur les pieds, à savoir, le premier, j'ai l'information complète, le deuxième, j'ai mon information luminance seulement. Mais la ligne d'en dessous, je suis luminance seulement. Ceux qui diraient que c'est épouvantable, ça n'a pas d'allure, mais tout ce qui est diffusion, c'est comme ça. C'est 18 bits, 420. Puis pas juste chez nous, tout le monde c'est comme ça. Okay? Le Dakar aussi, c'est comme ça, etc. Mais on dit dans le fond qu'un téléviseur chez nous, c'est quand même beau. Mais pour le cinéma, normalement, 422, ça serait vraiment une limite, ils sont à 12 bits généralement. Et 10 bits, 8 bits, ça ne me donne pas beaucoup, ça me donne 256 niveaux. Alors que 10 bits, là, je suis avec 24. Fait que c'est beaucoup plus de niveaux de couleurs, d'informations, de luminance. On voit que c'est pas saccadé, mais c'est comme aussi beaucoup plus. En cinéma, non, là, je tourne en 12 bits, l'échelle de caméra plus 3 grammes. Le problème avec les color space, on enregistre normalement en HD en 709. DCI, Digital Cinematography Initiative, mais on voit que le color space n'est pas le même. Le film imprimé, c'est autre chose. Et puis, je parlais de prendre ça avec qui vous parlez. Et puis, le 2020, qui était une proposition pour le 4K, c'est autre chose. Mais Sony en a un aussi. Adobe en a un aussi. Et puis, si dans mon rendering final, j'ai moins d'informations de couleur, puis le transcodage se fait correctement, je peux vivre avec ça. Le problème que je peux avoir, c'est que si les 3 pointes vert, bleu, rouge ne sont pas exactement à la même place. C'est un écran de 40 pieds, je peux voir les différences des skin tones. Fait que ça, il faut que j'en tienne compte, il faut vraiment que je suive ça de près. Parce que c'est pas que j'ai un transcodeur ou j'ai quelque chose qui fait le transfert, ça va toujours être bien fait. Il faut être un peu Thomas dans ce genre de... Okay. Les températures couleurs, on parlait de film, les températures couleurs, évidemment, ça nous vient de la pellicule film. Hein. J'ai de la pellicule à 3002, qu'on appelle tungstène, parce que l'éclairage tungstène 3002. Et on dit extrait ou Mont Blanc, le Blanc TV, peu importe, overcast à 6005. Ça, overcast, c'est qu'à midi, mais c'est nuageux. Parce que pas un nuage, ça peut monter beaucoup plus que ça. Fait que quelqu'un qui est un directeur photo, parce qu'on ne parle pas de caméraman, on parle pas de cadreur quand tu parles de cinéma, c'est un directeur photo parce que, un peu comme les photos sur le long du mur, c'est pas juste je pointe, je clique, puis ça va me faire une photo. Là. Il y a une dimension artistique à ça, comme ce qu'on voit ici. En cinéma, c'est pareil. Quand je fais une prise, mais il y a une dimension artistique à ce que je veux faire. Fait qu'ils ont toute une série de filtres pour aligner ça le plus possible à soit un 6005 ou un 3002. Parce qu'on sait que dans la réalité, tu n'es jamais ni à un ni à l'autre. Okay? Fait que température, couleur, tu as bien compte de ça. Puis juste le piton, le balance des blancs, des fois, c'est pas tout à fait suffisant. Il y a une norme qui s'appelle CRI. Ça, c'est pas pire pour qu'on appellerait l'éclairage architectural, tu sais. Mais pour une caméra, même une caméra très haut de gamme, c'est pas très valable parce que le CRI, ça tient compte de l'œil humain. Qu'est-ce que tu perçois? Fait que même des scènes d'éclairage télévision, CRI 90. Ben, c'est top, le maximum c'est 5. Mais pour un capteur, ça ne veut pas dire grand-chose. On a évalué des éclairages OLED, par exemple. C'était assez catastrophique. La norme TLCI, c'est du Television Lighting Consistency, donc c'était fait en Angleterre, ça c'était une norme, pour évaluer de l'éclairage qui va être, dont les sujets vont être captés par que ce soit des CCD caméras ou des CMOS, pour avoir un rendu exact. Le pire cas possible, c'est les LED. Parce que dans les autres types d'éclairage,
tu vas tirer un petit peu sur le jaune et un petit peu sur le bleu. Fait que ça s'ajuste toujours, ça. On dirait que sur le LED, ça tire dans toutes les directions. Fait que là, il n'y a plus de correction de couleur vraiment possible si ton rendering est trop. Par contre, il y a des LED qui font un travail extraordinaire, mais ce n'est pas toujours le cas. Okay? Fait que ça demande d'être évalué. Ou moi, je suggérais très fortement de manufacturer de moi la norme TLC, le nouveau produit série, ça ne veut pas dire grand-chose, dans mon métier. En photographie, on parle souvent de ça, du 3 points puis du 4 points, le mapping. Je pense que vous êtes familier de ça, ceux qui ont fait de la photo. Il faut juste tenir compte que l'éclairage, c'est pour allumer les lumières. Hein. C'est que, comme le monsieur ici dit, c'est ce qui va créer l'atmosphère dans mon film. Il y a toute une créativité là, il y a toute une expertise aussi. En cinéma, mais le problème, c'est que ça va coûter. Les gens se promènent, puis même s'ils sont confinés dans l'environnement. Moi, j'ai vu justement un American cinématographeur, la revue que je vous ai parlé. Il tirait avec un camion, il tirait une charrette à chevaux, il n'avait pas les chevaux forcément. Puis la gang dans la charrette avec tout l'éclairage que ça allait dans notre numéro, qui se promène avec ça. Mais ça prend une colorimétrie qui est vraiment. Fait que ça, il y a quand même une expertise à aller chercher de ce côté-là. Un fichier vidéo, c'est quoi? Parce qu'en bout de ligne, c'est ce que je fais. Je fais un fichier vidéo, même si c'est pour le cinéma, là, il n'y a pas de temps de vidéo. C'est ce que je trouve à faire. Dans le premier temps, il y a de l'image, de motion picture, motion imaging, comme il dit. J'ai de l'audio, j'ai du data associé à ça. Data peut être la time-code, par exemple. Okay. Mais ça, je ne peux pas avoir ça. Fait que ça, généralement, c'est dans un codec. Hein, H264 est un codec, MPEG-2 est un codec. Donc, c'est bon de savoir les codecs. Pourquoi que je prends lui plus que l'autre? Hein? Et puis ça, normalement, c'est dans ce qu'on appelle un container ou un wrapper. Mais quel est ce wrapper-là, quel est ce container-là? C'est la métadata associée. Il y a un petit logiciel gratuit de Digimetric qui s'appelle MediaInfo, que je peux aller lire le métadata. C'est assez pratique parce que ça donne beaucoup d'informations au sujet d'un fichier vidéo, que c'est moi qui l'ai créé. Là, présentement, il est 8h15, on va prendre un petit 5 minutes pour continuer. Ce qu'on verra après, c'est plus la réponse à notre question, parce qu'on va voir c'est quoi les limites des DSLR. C'est quoi ce qu'on appelle en anglais les artefacts, ça dépend si c'est en Angleterre ou en les défauts associés à ça. Est-ce que je peux les contourner? Est-ce que je peux vivre avec? Et puis, qu'est-ce que je peux faire justement avec ma caméra? Puis d'un deuxième temps, quels sont les produits que je peux utiliser? On parle de mon 15 000 tout à l'heure. Je suis une partie d'une compagnie de production. On parle de quand même limité, c'est sûr, mais qui aurait un rendering, qui ferait un produit, un fichier vidéo acceptable pour un broadcaster. Ou pour que ce soit une chaîne spécialisée, une chaîne généraliste ou une compagnie ou au cinéma. Si je veux passer de quoi au bien 2 minutes et demie, là, tu vas dire, c'est un effet amateur, c'est tout. Mais non, ça a l'air professionnel. C'est un petit peu ce qu'on va regarder dans la deuxième partie de la présentation. Merci. Tout le monde écoute bien parce que c'est à l'examen, la deuxième partie. Donc, les contraintes et limites d'un HDSLR, on devinera que c'est un DSLR. Là. Et puis le HHD, donc ça souligne qu'on peut faire du vidéo avec. Artifact, c'est le mot américain. Artifact, le mot britannique, ça veut dire la même chose. Donc, on va voir dans ce cas-ci les contraintes et limites, donc les défauts potentiels de ce genre d'équipement-là. Ça vient de où? Ça vient de 3 parties séparées ou de 3 composantes, si on peut dire, de la lentille, ou le groupe lentille, parce qu'il y a plus une lentille. Du capteur et processeur sont 2 éléments séparés, mais on va les voir ensemble pour le compose, parce que c'est un petit peu court. Et l'encodage et enregistrement. Dans notre cas à nous, l'encodage et l'enregistrement, on va parler d'un enregistreur séparé. Parce que l'enregistrement, à même la caméra, c'est pas considéré professionnel. 1, c'est trop compressé. 2, on est en 8 bits seulement. 3e, je suis en 4.2.0. Donc, si on veut être professionnel, moi, j'aimerais bien avoir 10 bits 4.2.2. Et moins compressé que les formats qui sont proposés par les fabricants, même les plus haut de gamme possibles. Haut de gamme, je parle d'une caméra de téléphone, ça peut aller jusqu'à 6 000. Avec la DSLR, tu dis que tu vas mettre un external recorder? Tout à fait. Avec les DSLR, si je veux faire un rendu cinématographique, si je veux faire un produit de qualité professionnelle, je mets un enregistreur à part, à l'extérieur, qui est à peu près la même grandeur que le bac derrière de la caméra. On verra ça. Mais dans la présentation, c'est ce qu'on propose. OK. Les lentilles. Tu as des lentilles, comme je vous disais, je peux avoir une bonne lentille à 6000, la même affaire à 300. On devrait mettre celle à 300, je peux avoir certains problèmes.
Un des types de problèmes rencontrés dans les lentilles bas de gamme, c'est l'aberration chromatique. Évidemment, la photo ici, c'est un petit peu exagéré. Là. On voit que les couleurs n'arrivent pas tout le temps en même temps, en même place. Des fois, ça fait des drôles d'effets, principalement sur un plus grand écran. Parce qu'au cinéma, je vous parle d'un écran de 20 pieds, 30 pieds, 40 pieds, ça commence à apparaître pas à peu près. Puis même à la maison, un écran de 60 pouces, là, ça paraît plus qu'une petite 12 pouces dans la cuisine. Ça commence à apparaître un peu. Donc, aberration chromatique. Vignetting, c'est un terme français, même si on dit en anglais. Là. On remarquera ici, on ne le voit pas beaucoup, mais les coins de la photo, c'est plus foncé. C'est comme si la transmittance était meilleure au centre qu'aux extrémités de ma lentille. C'est comme si au centre, j'étais en f1.2, mais aux extrêmes, j'étais en f2, quelque chose. Fait que du vignetting, donc, c'est pas quelque chose que je souhaite, mais ça arrive. Barrel et pincushion, c'est sûr que je prends un fisheye, ça en fait du barrel, peut-être c'est quelque chose que je veux. Là. Mais est-ce que ma lentille me donne une image qui est vraiment plane, où il y a une distorsion de ce type-là? Ça se voit, ça arrive. Aussi, pour ce qui est du sensor, du capteur, des fois, il va me manquer des pixels. En anglais, dead pixel. Il y en a qui vont dire, oui, mais sa caméra, j'ai un Python pour ça, j'ai une fonction qui élimine ça. Mais il ne fait pas régénérer. Le dead pixel, il n'est pas là. Parce que ça fait, ça compense. Là. Mais si je ne compense pas, ça va pareil. Puis si je compense, mais des fois, la qualité n'est pas toujours heureuse. Fait que ça se mesure, ça s'évalue. Mais c'est quelque chose que je ne veux pas. Là, la différence entre un hot ou un dead pixel, il est noir, puis un hot pixel, des fois, il peut être vert. C'est encore plus beau. Là. Fait que donc, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, que je veux pas. Soit dit en passant, une caméra vidéo conventionnelle, qui est un CMOS, va avoir les mêmes problèmes. Ça. Rolling shutter, ça c'est un problème. Dans le cinéma, j'ai un shutter à 180 degrés. Donc, je roule à 1,24, je suis correct. Je veux reproduire la même affaire en cinéma. Je ne roule pas à 30, je vais rouler à 1,24 parce que je fais du cinéma. Puis la vitesse, je vais le mettre à 1,50 pour être le plus proche d'un 48. Fait que ça va me donner un effet vraiment cinématographique. Puis après ça, ils font du pull-down à la télévision, donc ils s'arrangent, mais je veux dire, ça va me donner vraiment un aspect. Le problème que j'ai ici, je suis prêt à une F55 Sony, par exemple, parce que je la connais un petit peu, elle fait du global, du total shutter. Autrement dit, elle prend une image à la fois. La plupart des CMOS, qui sont sur caméra photo ou caméra uniquement vidéo, il y a du rolling shutter, donc la scanne. Fait que ça a des effets. Les effets, on les voit dans la slide suivante. Là. Fait que je regardais seulement une des images. Je vois quelque chose comme ça. C'est comme s'il y avait un effet élastique. Là. Fait que c'est quelque chose de vraiment pas naturel. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder, c'est quelque chose à considérer. Fait que c'est évident que si c'est quelque chose qui bouge puis il y a un mouvement de caméra en même temps, des fois, je peux avoir des fois. Fait que connaître les limites. Aliasing, c'est que, je sais pas, si en arrière, vous avez une DH4, là? Oui. Fait que je sais pas, si je bouge avec une chemise rayée, ça va donner quoi, là, à la fin? Ben, vous êtes tout petit dans l'image, on ne verra pas. Ah, tu ne vois pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être un grand avantage pour des raisons, hein? Mais il reste que, on voit ici les deux lignes, il y en a une qui est droite, l'autre est comme en dents ici. C'est comme un manque de précision pour les petits détails. Fait qu'on voit les deux murs de briques, le mur de droite est comme s'il y avait une wave un peu dedans, ce qui est tout à fait non naturel et non souhaitable, c'est sûr. Donc ça peut se produire. Il y a aussi quelque chose qui est très cousin, très semblable du moiré, comme une espèce de battement quand il y a un mouvement ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut se produire, puis c'est quelque chose à éviter. C'est évident que si je fais l'écran, je vais même tenir compte de la façon que les gens s'appellent aussi, ça peut me donner un coup de main. Okay. La surchauffe, ça, on voit ça de moins en moins, mais quand même, j'en tiens compte, parce que ça arrive, il y a des caméras, là, après 20 minutes, tu es mis de mettre ça off. Mais donc, après 12 minutes, tu es mis de mettre ça off, parce qu'elle chauffe. Je peux avoir une limite de mon recording média, sur quoi j'enregistre ça, ou même type de format de fichier, mais des fois, l'appareil aussi mécaniquement, à usage, ça va chauffer. Fait que donc, il faut tenir compte de ça. Là, ça, c'est dans les spécifications. Ils vont dire maximum time. Là, j'ai un temps de minute. Là. Des fois, c'est à cause du recording média, mais des fois, c'est à cause de l'appareil. Fait que ça, je vais tenir compte de ça parce que ça peut jouer des deux. Okay. L'audio, un des parents pauvres de ça, parce qu'on s'imagine que l'ICO 49 va faire le travail. Hein. On a vu tout à l'heure, évidemment, que le noise, j'en veux pas, parce que avec le parleur un peu imposant, ça va être épouvantable. Mais il y a d'autres choses aussi. Les inversions de phase ou les cancellations de phase. J'ai un paquet de micros en avant, je vais tout ramasser ça, je vais régler ça en post-prod. J'ai tellement de cancellations de phase que ma composante mono a disparu dans le décor.
Fait que faire attention à ça. Pour ici, on va se limiter à ça, là, mais le bruit, les clics et tout ça. Parce que c'est quand même passablement beaucoup plus amplifié que sur un téléviseur à l'écran. Ici, je parle de loudness. Je dis malheureusement parce que c'est une loi, là, mais les téléviseurs sont obligés de normer la différence des niveaux entre les niveaux bas et les niveaux hauts, là, avec quelque chose qui s'appelle le loudness. C'est les Américains, le CAN Act. On a la même chose au Canada, je ne sais pas où. Ici, on voit un logiciel de Harman, un logiciel gratuit pour mesurer ça vient de quoi. Quand je fais une production, en tant que producteur-réalisateur, je veux des sons bas. Des fois, je veux des sons comme une explosion, peu importe ça soit fort. Mais avec ça, ça vient surtout des commerciaux, parce que les commerciaux, ils avalaient beaucoup plus fort que le reste, mais ce n'était pas le cas. C'était juste une compression de la jeu qui était beaucoup plus grande, de telle sorte que ça rentre comme une tonne de briques. Fait que le CAN Act devrait régler ce problème-là. Mais passer le Boléro de Ravel là-dedans, ça a des chances de tomber dans le même jeu. Fait qu'il faut faire attention à ça, c'est ce que je produis, en tenir compte. OK? Tenir compte de ça, ça passe sur le télévision. Le problème audio des cinémas maison, c'est un peu le foutoir en gros. Les cinémas maison, ici, on voit, on parlait sur le dessus, un sort en dessous. Là, c'est assez proche de mon image. C'est pas trop grave. Un des problèmes, tu mets ton LED un tout petit peu, fait que ton image sonore. Tu sais, moi, quand je fais mon mix, la graphie, elle marche, là, elle se promène. Puis quand elle est rendue à droite de l'écran, mais évidemment, le son va se déplacer un peu de telle sorte que j'ai l'impression, en écoutant, que les gens se déplacent vraiment. Et je mets mes haut-parleurs à deux extrémités, puis j'ai un écran de 32 pouces. J'ai l'impression que l'audio va sortir de l'image pas à peu près, alors que l'image forcément reste dans le cadre de l'écran. Ça, c'est le moins pire cas. Le pire cas, comme vous dites tout à l'heure, c'est la personne qui met tous les haut-parleurs sur le top ou sur le cocktail. Fait que ça, il faut tenir compte aussi que les cinémas maison, c'est pas toujours l'idéal. C'est un 7.1 par un 5.1, c'est pas toujours placé de la bonne façon, c'est pas toujours vrai. Okay. Ça, il y a une norme de qualité qui s'appelle l'IBU Tech 3383. Les normes de qualité d'une image vidéo. HD, 2K, 4K, UHD, peu importe. Là. Et puis, à lire, c'est un peu aride, mais je pense que c'est bon de tenir compte, parce que c'est quoi une qualité audio? C'est quoi une qualité vidéo? Hey, ça a bien de l'allure, ça sonne correct, mais ça ne veut rien dire. Là. OK, dis-moi, si tu me dis que c'est beau, qualifie-le. Si tu me dis que c'est pas beau aussi, il y a un vocabulaire pour ça. Là. Puis qui correspond aux réalités. Sinon, chacun va y aller de son vocabulaire, puis on ne se comprendra plus. Et puis, eux ont développé tout un vocabulaire, puis ces réalités-là. Pour la vidéo, c'est la même chose. Il y a toute une série de... Si je fais du color correction, color grading, comme on dit, mais ça, il faut quand même savoir ce que je fais. Utiliser le logiciel, c'est une chose, mais mes noirs, ils vont où? C'est quoi, à quel niveau j'aimais? C'est quoi mon maximum de colorimétrie? C'est quoi ce qu'on appelle les couleurs illégales quand je passe d'un color space à l'autre? À un moment donné, si je passe d'un color space qui est plus grand que l'autre, je passe exemple de DCI ou de Adobe ou peu importe, là. Même le Sony F55, je pense au Color Space, puis là, je m'envoie à 709. Mais à un moment donné, j'ai des couleurs illégales qui apparaissent dans le décor, fait que l'encodeur devrait, le transcodeur devrait demander ça, mais il faut que j'en sois convaincu. Donc, c'est ça. La cadence, moi, je fais du cinéma 24 frames à la seconde, ça passe à la télé, c'est attente. Fait qu'un put down 3.2, fait que est-ce que ça, c'est fait correctement? Théoriquement, ça devrait, mais c'est pas toujours le cas, fait que c'est à valider. Fait qu'il y a tout un vocabulaire pour ça. Donc, mon format de production, en fonction de celui des clients. En salle, je ne sais pas si c'est qui reste à Laval. Cette chance-là, nous autres, on reste à Laval. OK, merci pour un homme qui est de goût. À Laval, on a un cinéma avec du Ultra AVX. Ultra AVX, c'est du 4K. Et également, c'est Dolby Atmos, on verra un peu ce que c'est. En droite en haut, on voit une des salles du cinéma Bournier. Fait que c'est pas la même chose en termes de capacité. Un, c'est un 2K, l'autre, c'est un 4K. Là. La grandeur d'écran n'est pas la même. On parle d'en 80 pour Ultra VX, qui est un branding, c'est une marque de commerce. Okay. Donc ça, il faut tenir compte. Si je veux produire pour ça, j'ai l'information ici, je pense, parce que je ne sais pas ça par cœur. C'est que, curieusement, du 40-96 et du 21-60, c'est pas 16-9, ça ne correspond pas à un format. C'est le format d'enregistrement numérique. Et puis j'ai une information ici à quelque part, je pense que je l'avais ici. Si je vais être en scope c'est du 2,40 à 1, puis du flat Academy, c'est 4 tours, mais du flat c'est 1,85 à 1. La télévision, moi je suis en 1,78, c'est ça, à 1. Donc il y a des correspondances à faire si je fais du transcodage de 1 à 2. Au cinéma, c'est très rare de passer du 1 sur 18.
1,85 est très, très répandu. Puis quand je tourne, il faut que j'en tienne compte de ça, puis si je transcode, il faut que j'en tienne compte aussi. Okay? Quand je parlais d'audio d'un cinéma qui était, par exemple, Ultra VX, c'est ça que j'ai en arrière de l'écran. On comprendra que le signal to noise, c'est très important, parce que ça, quand tu passes en rame, tu l'entends. Évidemment, s'il y a du bruit, peu importe, ça va être épouvantable. Si je suis en Atmos, j'ai 46 haut-parleurs dans ça. On comprendra qu'avec 46 haut-parleurs, j'ai 44 canaux différents. Je peux même ajouter des haut-parleurs si je veux, dans les deux sur le même canal. Ceci dit, on ne parle plus de canaux comme des tracks, là, comme on connaîtrait. C'est des objets. Donc, quand je configure ça, j'ai un logiciel, ça ressemble comme une grosse boîte à souliers. Je place comme une bille dans le milieu de ma salle. Dépendant, il y en a-tu 46, il y en a-tu 32, je ne sais pas. Là. Fait que là, il y a un décodeur à bout dans la salle de cinéma qui va me replacer des audios bonne place. Ça s'appelle des audio objets. J'ai un cours juste là-dessus. Là, puis, pour la maison, ceux qui veulent avoir du Atmos à la maison, c'est du 7.2.4. Donc, comme un 7.1, donc j'ai 2 subwoofers, puis j'ai 4 haut-parleurs microphones. Puis un décodeur qui travaille ça. Si je produis pour la broadcast ou pour le mobile, mais il y a tout un monde de standards, de formats, en fait, qu'il faut que je tienne compte. C'est quoi le standard de mon client? Les broadcasters, les BDU, c'est des distributeurs, en fait, comme le cloud. Broadcast Distribution Undertaker. 720p au 1080i à 50 f 84 ou 29, là, je fais en aspect ratio et soit ici. C'est un MPEG-2 420. Pro AV, mais Pro AV, comme quelqu'un me disait, j'étais dans une conférence de ça. Il dit, écoute, moi je mets des écrans de 80 pouces, là, comme à Disney World. Un écran de 80 pouces, moi, du 422, j'en ai pas, je veux du 10 bits 422. Puis de moins 50 MB, de mon point 20 MB MPEG-2, je vais avoir un 50 MB H264. L'Internet, etc., les files download, le Blu-ray, ça, il y a des formats qui correspondent à ça, puis il faut que je puisse produire au moins cette qualité. Il y a le projecteur, ce qui est assez curieux, beaucoup de projecteurs. Pas de problème, HD, là, je suis compatible avec HD. Souvent, ce que ça veut dire, il est compatible, il y a un input HD, mais ce qui te représente, ce qui projette, c'est pas ça. C'est souvent un sous-produit. À part de WUXGA, qui est 1920 par 1200, puis ça va me présenter un HD contenant. Mais 3 autres, UXGA, puis il y en a plein d'autres qui ne sont pas là. Hein. J'ai comme un sous-produit. Ça va marcher pareil, mais je n'ai pas cette résolution-là. Il ne donne pas la résolution totale, à part de j'ai un UHD ou un HD ou un DCI 2K ou 4K. Donc, en passant, c'est des 16.9, c'est pas des 16. C'est des 16.10, c'est pas des 16.9 souvent. Fait qu'il faut tenir compte de ça aussi si je produis pour le comparatif. Exemple, ce qu'on suggère dans le cas présent, pour le tournage, où je tournerai en 1080p 24 frames, 10 bits 422, en ProRes. Ça, c'est autour de 220 MB en BP709. Puis là, je peux avoir des clients dans à peu près tout, Internet, n'importe quel diffuseur HD, du Pro AV dans la plupart des cas, du Pro AV, of course, puis du cinéma 2K. Il peut y avoir un transcodage, mais je ne demande pas beaucoup, c'est pas beaucoup, la différence n'est pas grande. Équipement de DSLR, ça c'est pour moi, je m'excuse. On va regarder, puis c'est pas des choses que je recommande nécessairement, mais je souligne ces produits-là pour qu'on regarde dans ces directions-là, mais c'est des très bons produits. Là. Si j'avais utilisé quelque chose, ça ressemblerait beaucoup à ça. L'approvisionnement, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, présenter quelque chose comme ça dans un magasin de photos, tu es ingénieur, ça ne te dérange pas? Je dis absolument pas. Ça fait même plaisir, parce que comme si mon épouse, qui est en littérature, présentait un livre, ben, il irait à côté chez Renaud Bré présenter le livre, puis ça se présente dans des librairies, puis dans des maisons semblables. Pour parler de cinéma, pour parler de photographie, il n'y a rien de mieux qu'un magasin qui vend ces choses-là. Les photos que j'ai ici, BH Photo, c'est le seul magasin à New York, le seul magasin, il est à New York, que je connais qui vend tout le kit au complet. Des lentilles, post-prod, je peux acheter une caméra de 40 000, 60 000, là, je sais n'importe quoi, des PC, des workstations, n'importe quoi. Sauf que si vous permettez, moi, si je jette ce genre de produit-là, j'aime bien voir l'humain devant moi. C'est quelqu'un qui est devant ça, là, aller sur place, parce qu'on parle de monter. Ici, on est chez Lozo. Il y a un magasin près de chez moi qui me dit, nous autres, il y a du vidéo, on ne touche pas à ça. On n'en vend pas de ça, on n'en a pas ça. Ce qui était curieux, c'est que la plupart des caméras photo qui vendaient, il ne faut pas faire du vidéo. C'est comme s'ils laissaient à côté du marché important. De côté. Ici, j'ai une photo d'Apple Store. Hein. Apple Store qui n'est pas un magasin, mais qui est un temple. Non, la pomme, c'est comme un signe ostentatoire. Non, mais tu rentres là-dedans, c'est vraiment ça. Tu as l'impression qu'il faut que tu te penches à quelque part. Les clients qui ont là, c'est... Mais tu sais, je peux acheter dans un magasin de même un appareil qui était
qui me permet de faire un montage professionnel. Je peux aller dans une entreprise très, très moderne, très coûteuse. On voit Best Buy, il faut être prudent, on n'achète pas n'importe quoi, là. Mais on peut acheter quasiment, pas des serveurs, mais des workstations, exemple HP, assez haut de gamme, qui vont faire le travail. Et puis la dernière, c'est Lightworks, c'est le logiciel qu'on va parler un petit peu d'avant. Ça se vend sur Internet seulement, je pense. Je peux l'acheter, un prix total, 470$ à peu près. Mais je peux l'acheter à l'année aussi. Ça, c'est un choix que j'ai un petit peu comme certains logiciels qu'on a. Microsoft marche un peu comme ça aussi, les antivirus aussi. Fait que donc, je peux payer à l'année ou je peux payer totalement. On m'a demandé, y a-t-il une caméra vidéo seulement, hein, qui ressemble à ce que tu vas présenter? Je ne connais plus le produit, mais je connais le prix. C'est Blackmagic, ils vendent une caméra qui est 2000$, une caméra vidéo qui fait du 2K. Ils ont un modèle 4K aussi. C'est sûr que si tu parles d'un environnement broadcast, les gens ne vont pas nécessairement dans cette direction-là, mais c'est très répandu. Okay, ça se vend beaucoup. Au NAB, à Las Vegas, la National Association Broadcasters, le boot de Blackmagic, je ne dirais pas qu'il est aussi gros que Sony, mais ils ont une puissante installation. C'est une compagnie qui marche assez bien. Et puis, il y a une monture MFT, mais on verra tout à l'heure en ce cas-ci, mais ils ont également une monture IF là, pour ceux qui aiment les lentilles Canon, etc. Donc, on parle de la même gamme de prix. On parlait là-bas aussi du capital humain. Parce que je suis juste une personne, donc moi, avec ma caméra, mais je peux faire l'histoire des poignées de porte dans le bas du fleuve, mais ça n'arrive pas bien loin parce que le cinéma, ça se fait en équipe. Premièrement, il y a les gens qui vont devant la caméra, puis après ça, il y a toute l'équipe qui m'entoure. Hein. Dans le film de la nuit américaine, comme ça se disait là-bas à la conférence, c'est que j'ai mon scénario, j'ai mon financement. Oui, je peux louer de la technologie, je peux m'acheter. Mais le capital humain, c'est extrêmement important. Ça peut faire la différence entre quelque chose que tu as survécu à ton film, tu as réussi à le finir, ou tu peux faire quelque chose de très bien. La qualité va dépendre de... En termes de capital humain, même si ça se fait gratuitement, okay, parce que c'est une corporation à 400, on rien filmer, etc. On suggère de regarder c'est quoi les syndicats de ce milieu-là ont des contrats types, ont des tarifs horaires d'à peu près tous les intervenants. Fait que c'est pas fou de chiffrer. J'ai fait un film, j'ai fait une production. OK, tout le monde a travaillé gratuitement, mais il y a une valeur à ça. La valeur peut être déterminée si j'avais à payer ces gens-là, ça serait quoi? Fait que c'est pas fou de le faire parce qu'à un moment donné, c'est devient plus professionnel, mais la réalité, c'est quoi qui coûte ton affaire? Okay? Ici, ce que je suggère, ce que j'ai regardé, c'est une caméra de la marque Panasonic, je pense qu'ils appellent le Mix, une GH4. Pourquoi cette caméra-là? C'est la seule qui donne une sortie 4.2.2 10 bits. Et je n'ai jamais compris pourquoi que les autres ne le font pas. Parce que c'est pas que je suis en train de le faire. Là. Les autres vont me donner du 4.2.2, mais 8 bits seulement. Et puis, c'est un petit peu limité quand tu t'en vas en passe-prod, la 8 bits. Là. Fait que donc, c'est la seule avec laquelle je t'envoie 2000, c'est cette affaire. C'est la seule qui peut me donner un 10 bits. Puis c'est pas grave, j'ai un convertisseur, j'ai un logiciel qui part de 8 à 10. Il prend haut et 2 autres bits. Là. Non, mais tu sais, c'est n'importe quoi. Là, fait que c'est sûr que c'est comme le gars qui faisait. Hey, je fais du Super 8, mais on fait un 35 avec ça, 200 bits. Fait que c'est préférable de rouler en 10 bits. Là, fait que ça, c'est un des appareils. Les lentilles en cinéma, mais c'est pareil à la télé, c'est très important. Parce que la différence entre une lentille cheap et une lentille de haut de gamme, ça peut faire. Ça, c'est une compagnie qui s'est sûrement connue, le Wildlander. C'est purement des cinélènes, ils appellent ça comme ça, c'est purement manuel. En cinéma, c'est automatique, on est un peu fragile à ça. Puis normalement, tu as trois lentilles. Une normale, un wide angle, puis un petit peu un téléphoto, mais qui n'est pas très utile. Fait que ça vaut à peu près dans cette compagnie-là, je connais un petit peu, c'est à peu près 1000$ chaque. Mais tu sais, 3000$ de lentilles, une caméra de 2000, je faisais à 5 à peu près. On est surpris de ce qu'on peut faire, mais il manque quand même d'autres choses. Une autre compagnie que je connais moins, la Salaire Magique. L'avantage qu'elle a, celle-là, c'est lui qui a un avantage que je vois. Là. On va sur la bague du foyer, entre autres. C'est comme dentelé. Fait que je mets un accessoire qu'on appelle Follow Focus, là, on verra plus tard ce que c'est. Ben là, je peux le faire parce que si c'est dentelé, ça peut aller avec ça. Des fois, tu dis, la compagnie comme Panasonic, dans le cas présent, fait des lentilles aussi. C'est quand même pas mal moins cher, mais si ça se vend moins cher, des fois, ça vaut moins cher aussi. Ceci dit, Panasonic ont lancé une série de lentilles avec la maison Leica. Ça, Leica, c'est quelque chose que je ne peux pas m'acheter, c'est quand même très cher. Mais ils ont des lentilles quand même très abordables, et puis je peux faire une qualité professionnelle cinématographique avec ça. Les trois ensemble, je ne sais pas les prix de ça, mais on parle plus du 500-600 chaque que
que dans les 1200. Okay. Encore une fois, cinéma 3 lentilles, c'est toujours un petit peu la fin qui revient tout le temps. J'ai une lentille normale, un wide angle, puis un petit téléphoto. Ceci dit, une femme me disait, mais plus, du HD, là, c'est du haute démolition. Okay. Ceux qui font du portrait sauront que prendre les wide angles d'approche quelqu'un, c'est pas une grande idée, là, surtout que sur un écran de sur fait que, normalement, tu essaies d'être un petit peu téléphoto au minimum normal, okay, pour que ce soit pas trop contexto. Okay. Moi, j'aime moins ça, mais des fois, un zoom, c'est toujours pratique parce que des fois, à l'extérieur aussi, tu as une partie de ta production qui est un peu plus documentaire. Un zoom, c'est bien pratique. Ou des fois, un fisheye, on aime ça faire comme un plus rendu côté effet. Encore cette forme-là de forcer. Les neutral density filters, c'est un filtre qui peut juste amoindrir ta lentille. Pourquoi je vais faire ça? Mais moi, je tourne toujours à 1,24, à une vitesse d'1,40, 1,50 plutôt. Puis là, mais moi, je vais faire du bokeh comme le fait là, en fait. C'est du flou à l'arrière du sujet, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de jeu. Fait qu'à ce moment-là, je vais mettre des neutrales densité filters, ça sert beaucoup en cinéma. Il y en a deux sortes, il y en a un qui en a toute une gang qui t'échange des fois à la fois. Puis il y en a qui sont variables aussi. Fait que c'est un neutral densité, c'est essentiel. Dans le cas du cinéma. Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Atmos, il y en a d'autres. Adjo en fait aussi. Ils font des recorders, ça se vend à peu près, je ne sais pas exactement les prix de ça, je pense que c'est autour de 600 $, quelque chose de même. Mais ça, avec ça, ce qui est intéressant, je peux enregistrer du ProRes ou du DNX avec ça, autour de 220 MB, tu mets des hard disks là-dedans comme média. Fait que là, je suis rendu directement au média de post-production, 220 MB, 422. Fait que là, je suis rendu très professionnel avec ça, mettons, j'ai 5 000, je faisais à peu près 6 000 $ d'équipement. Fait que c'est vraiment pas ce que normalement on serait porté à regarder. Ici, il y a deux modèles, il y en a un qui a comme un écran, l'autre n'a pas. Idéalement, ce qu'ils vont faire, c'est que la caméra, en arrière de la caméra, il y a comme un écran. Je vais mettre un viewfinder pour ça. Parce qu'en plein soleil, l'écran, tu le vois. Puis ça, tu mets ça par-dessus avec un haut. Fait que je peux voir mon écran ou je peux regarder au viewfinder, fait que j'ai les deux possibilités sur ma caméra. L'audio, la plupart vont enregistrer avec l'audio de la caméra, mais encore là, c'est pas toujours extraordinaire. Là. Souvent, c'est pas satisfaisant. Les préamplificateurs de micro sur la caméra, mais c'est pas le but premier. Fait qu'on enregistre normalement avec un appareil à bord, l'audio, comme ça s'est toujours fait, comme ça le fait dans le monde professionnel aussi. On a remarqué qu'on a vu une Panavision Genesis, il y a un recorder extérieur qui est snappé dessus, puis deuxièmement, l'audio est enregistré à bord. Fait que ça, c'est un peu pareil pour ça. Ceci dit, chez un bémol, l'appareil du centre, c'est un zoom. Ça, c'est pas cher. Ça fait une belle qualité. Ceci dit, on a des micros XY, on a des micros MS avec ça. Ça, il faut savoir utiliser ça, sinon, essayer de faire de la stéréophonie. C'est pas toujours, donne pas toujours un résultat. Mais ça, tu enlèves ça, tu te mets des micros de plus de qualité, puis ça donne un résultat très, non seulement satisfaisant, mais très, très bon. Ceci dit, comme on dit en cinéma, tu ne fais pas de stéréophonie, tu fais de la monophonie dirigée. Parce que quand tu as 46 haut-parleurs, c'est des questions stéréo, là, on s'entend que c'est les microphones et moniteurs, idéalement, tu ne mets pas le microphone sur la caméra, tu mets une perche, un boom avec un audioman qui va chercher le son où ça se trouve. On parle de cinéma toujours, là, on ne parle pas de nouvelles ou de choses comme ça. Et puis avec un choc-montre, parce que moi j'avais vu une fois, il y a un microphone surround, sur la caméra. C'est sûr que les canaux d'en arrière, tu pognes la respiration du caméraman, ce qui n'est pas extraordinaire. Les haut-parleurs, sinon, avant on disait des moniteurs, des références moniteurs 1000 $ chaque, sinon ça ne se peut pas là. Ça va à peu près la marque qu'il y a là, ça va prendre 275 chaque. Pour le travail, j'avais suggéré à quelqu'un, quand j'ai mis en arrière d'un écran, comme un rideau, puis tu vas me différencier le haut de gamme avec ça, tu vas avoir une petite différence, mais tu n'auras pas d'écran sur le clé. On a une face à la table, donc ça reste là, il n'y a pas besoin de okay. L'éclairage, c'est un problème. Idéalement, des LED haut de gamme. Un, c'est très cher. Deuxièmement, il faut quand même, si tu n'as pas évalué le TLC de la chose, tu peux avoir des méchantes surprises. Ceci dit, des fluorescents, souvent, ça donne un bon résultat. On parle de... Parce qu'on va souvent filmer en situation réelle, donc tu vas chez la maison de quelqu'un, de tes tantes qui a une belle maison, on va tourner là. Faire attention, tout ton sujet des roulettes après les trépieds, puis pas accrocher les bords des murs, parce que j'ai vu ça des fois, des blocs là. Puis 13 pieds, ben c'est... si on parle de 45 degrés, normalement, ça vient assez vite, que ce soit assez haut, il faut que tu prends le plus grand hauteur possible, tu prends 13 pieds dans ce genre de produit-là. Et puis
Puis les éclairages, tu n'as pas besoin de quelque chose de très... Achetez pas ça chez Home Depot, là. Parce que Home Depot ne peut pas te garantir une colorimétrie à 3002 ou à 56. Dans les environnements de type photo, cinéma, il y a des marques de ça qui vous garantissent une qualité le plus près possible du 3002 de 56. Ceci dit, ça vient dans différents formats. Ce qui est intéressant aussi, il y en a qui viennent avec qu'on appelle du E26, là, un filament comme à la maison, n'importe quelle lumière. Fait que si on filme chez quelqu'un, ils ont des lampes dans la maison, il y a de la phonie, il y a des choses comme ça. Fait que là, tu vas passer du jaune à trop blanc, fait que ça va être épouvantable. Fait que tant qu'à changer les lumière, il y en a même, je pense que ça s'appelle du E12, en E12. Tu sais, chandelier, là. Fait que tu as même des fluorescents qui existent à faire l'intensité. Fait que tu mets ça dans le chandelier, ça ne paraît pas premièrement, deuxièmement, ton éclairage, ta température couleur est constante. Parce que si tu fais un scan très tranquillement, là, tu passes d'une couleur à l'autre, la colorimétrie ne contrôle pas nécessairement pour régler la situation. Donc, fluorescent demeure, surtout que ça ne prend pas beaucoup d'électricité, fait que si tu plaques dans le moule, tu n'es pas obligé d'arrêter le chauffage par la buse. Les accessoires, tu sais, comme Jacques Lequin voulait s'acheter des traites, puis tu te le quittes. Oui, c'est nécessaire, mais tu ne te portes pas un train devant lui. Fait que l'idée, c'est quand tu es à peu près 8 pieds, 16 pieds, c'est amplement suffisant. Même 16 pieds, c'est beaucoup. Tu veux un mouvement de caméra qui serait lent aussi. Puis il y a toutes sortes d'accessoires qu'on ne verra pas, mais achetons les accessoires qui sont nécessaires à ma bonne production. Il y en a qui vont prendre, ils appellent ça des Franking Cam. C'est une caméra qui est tout équipée, pareil comme une Genesis, juste pour que ça ait l'air cinéma. Mais si tu t'en sers pas, c'est pas nécessaire. Okay. Les stations de travail, on parle de PC et Mac. On a vu tout à l'heure à Mac comment c'est efficace. Donc, moi, normalement, je ne favorise pas les garanties extended, mais on doit acheter des PC à la maison. On l'a fait, on l'a acheté. C'est super parce que s'il y a quelque chose qui est frustrant, ça s'appelle Windows 8.1, qui est un operating system qui se passe en train de. Fait que ça, le support qu'on a eu de la compagnie a été très, très bon. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, mais juste seulement cette expérience-là. Et puis, mais avant de choisir, je tiens à appeler pour un PC, là, ça dépend du logiciel que je veux utiliser. Moi, Final Cut Pro, j'aime bien ça. Et ça vient de l'allure aussi, mais là, vas-y dans le Mac. Regarde les autres logiciels aussi, que tu as besoin, les autres accessoires, etc. Et si tu veux prendre autre chose qui fonctionne seulement sur PC, dans ce moment-là, avant de choisir l'ordinateur, choisis les logiciels que tu as besoin qui vont t'aider à ta post-production. Parce qu'on voit que c'est très semblable aujourd'hui, même les Macs qui vont vous tout ça. Le problème, c'est les moniteurs. Un moniteur de PC n'est pas un moniteur de calibration broadcast. Un moniteur de calibration broadcast, vraiment qu'il y a quelqu'un qui a rappelé ou 15 000, quelque chose comme ça. Là, j'ai un problème. Il y a des compagnies comme ça, celle-là, je pense qu'il vaut 1200, EIZO, la compagnie. Eux autres, ils font des moniteurs qui sont calibrables, avec des différents color space. Et puis, ça, c'est venu, premièrement, le besoin de ça pour l'imprimerie. Hein, ça nous prend des moniteurs, pas des moniteurs 139$ là, chez moi, il y a la pharmacie Jean Coutu. Mais tu sais, quelque chose qui vraiment qui donne une qualité le plus près possible à des prix, quand même, que je peux m'offrir. Fait que ça, c'est un exemple, c'est une des compagnies. Dernièrement, la maison HP, DreamWorks Studios, ce n'est même pas des amateurs ou des débutants. Hein. On pourrait-tu faire un moniteur qui me permet de faire un peu de color grading puis des effets spéciaux? Et puis quand le produit finit au projecteur en salle, ça ne sera pas pour quelque chose de tout à fait différent. Il y a deux modèles. Ça, des prix, il me donnait une idée. Ça vaut entre 600 et 4400 ou quelque chose comme ça, dépendant si je veux un 25 pouces. Mais... Fait que ça, c'est très, très, très abordable. OK, puis je parle de mon 15 000 de l'âge, toujours des prix, là, avec des choses comme ça. Puis, c'est des moniteurs qui sont calibrables, puis sont le plus près possible de ce que je peux m'offrir. Parce que c'est évident que des moniteurs haut de gamme, je ne peux pas m'offrir ça. Okay. Les logiciels de montage maintenant, puis ça va être off en 2K, 4K, HD, tout ça. À part de Avid, les autres, c'est tous les autres, Adobe Premiere et tout ça, mais c'est des prix quand même très, très bas. Je ne dis pas qu'il faut aller dans des logiciels à 49$, des choses comme ça. Là. Mais tu sais, des affaires 400, 500, 600, 500, bien ça, c'est très accessible, c'est très abordable aussi. Puis ça me fait quelque chose quand même qui... Media Composer d'Avid, des 1300, je pense, 1400. Mais tous les autres sont en bas de 1000 par mois. Et puis, ce que ça fait, c'est quand même assez extraordinaire. Ça fait un rendering, donc un rendu très professionnel. Et je parle comme semi-professionnel ou amateur. Okay. Ici, c'en est un autre qui est beaucoup moins connu dans le monde du cinéma, mais pas connu dans le monde de télévision. Ça s'appelle Lightworks. Okay, Lightworks, ça marche sur PC, sur Mac, en soit dit en passant. Ça marche même sur Linux.
Ça, c'est juste la série des films qui ont été faits avec. Et puis, tu sais, de King's Speech, eux autres, il y avait le choix. Tu sais, c'est pas un film de débutants, il y a des Oscars et tout ça. Puis, ils ont quand même utilisé ce logiciel-là, puis il y en a plein d'autres qu'on voit ici. Nottingham, exemple. Donc, c'est plus vrai aujourd'hui que ton logiciel, tu dois payer 5 000, puis c'est à 110 000, c'est des affaires qui sont claires dans le demeurant toujours professionnel, j'ai des. Ça, en passant, je l'ai downloadé, je l'ai essayé. Puis comment tu apprends ça? Ils ont un tutoriel, on t'envoie des clips pour t'essayer avec les screenplays. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est peut-être mieux de se lancer dans d'autres choses, mais c'est quand même assez accessible aussi. Okay? Lorsqu'on tourne encore aujourd'hui, j'ai comme une claquette là, avec le board. Là, j'ai le son séparé du vidéo. Comment je fais pour syncer ça ensemble? En cinéma, ça a toujours été, mais tu l'ajustes jusqu'à temps que ça soit pareil, ou quand tu n'as plus d'écho ou quoi que ce soit. Et le logiciel qui s'appelle Plural Eyes. Puis tu trouves ta claquette au début, de toute façon, pour voir tes scènes. Lui, il va te l'ajouter automatiquement. Je prends une affaire, quoi, $200, peut-être quelque chose comme ça. Fait que ça ne vaut pas la peine de taponner pendant des heures. Là. Tu mets la claquette à peu près, tu portes ton logiciel, il va te placer ton clip là, vraiment on demande. Fait que ça, c'est. J'ai $200 pour faire ça. Ceux qui ont de la correction colorista, plus ou moins $100, ou ça vient avec un package à 400-500, si tu as d'autres fonctions. Ça, assez facile à utiliser en colorimétrie. Au début, ce qu'on va faire, on veut juste que les couleurs soient correctes. On ne veut pas faire on veut être créatif. Puis ce qu'il faut, on veut juste ajuster aux besoins des prises pour que les skin tones soient toujours les mêmes, etc. DaVinci, les autres, c'est le logiciel qu'on a vu qui coûtait une fortune au début. Il y a une version qui est juste en fait 1080p, qui est gratuite. Par contre, ça nécessite une certaine formation. C'est un logiciel qui est extrêmement puissant. Ça a été acheté par quelqu'un d'autre, mais ça a été fait par quelqu'un d'autre, mais ça a été acheté par Blackmagic. La question qui a utilisé ça? Fait qu'il y a des films professionnels haut de gamme, voyez-vous, qu'on voit ici, c'est qu'un exemple, il y a pour le disque qui sont listés, qui ont utilisé ça pour leur colorimétrie. Fait que si je pars une compagnie, je pense que c'est assez bon pour moi aussi. Même chose, je vais faire des effets spéciaux, on comprendrait que le feu n'était pas là, puis le gars non plus. C'est deux têtes différents. Blackmagic a encore acheté, ça s'appelle Vision. Avant, c'était Vision 7.5. 6.5, c'est 2007 quand ils l'ont acheté. Encore là, c'est extrêmement coûteux, c'est pas abordable, ça. Il y a une version, toujours 1080p, qui est gratuite. C'est encore quand on dit qu'à 1080p, c'est du cas aussi, pas de problème. Quels sont les films qui ont été faits avec ça? Bien sûr, Downton Abbey, donc pour stériliser, donc sans mentir. Mais tu sais, des films comme James Bond, Avatar, tu sais. Donc, si c'est bon pour eux autres, je vais prendre une compagnie de 15 000, on le disait tout à l'heure. Je pense que ça peut m'aider aussi. Ceci dit, une certaine formation est nécessaire, c'est pas parce que je suis expert. Un traitement surround, je l'ai dit tout à l'heure pour vous dire que c'est des logiciels, des plugins avec lesquels je vais positionner dans ma salle et le logiciel le plugin va s'arranger pour le mettre dans mes tracks séparément, sinon c'est infaisable. Okay. Enregistrement, stockage, ça c'est un gros problème, c'est souvent le parent pauvre. Si j'enregistre du 220, c'est pas long qu'on stocke du vidéo, puis pas à peu près. Fait qu'il y a des RAID, il y a toutes sortes des NAS, toutes sortes de produits, il y a du cloud aussi. Mais ça, il faut avoir une politique, il faut avoir une planification dans mon petit plan d'affaires, ou même des LTO, là, des tapes. Ça, c'est assez cher. Par contre, c'est 2005. Au début, on dit les LTO, laisse faire, mais c'est pas long que tu vas en avoir besoin, ça va être quelque chose qui va être essentiel. Parce que, à moins que tu détruises, là, tu vas avoir beaucoup d'intérêt. Media Asset Management, il y a juste les broadcasters qui parlent de ça. Mais à un moment donné, j'ai fait le clip, j'en fais une, puis un autre. Là, mais c'est quel clip de quel film, de qui a fait ça, là, je ne me retrouve plus là-dedans. Les câbles sont comprendables, c'est un petit peu déposé comme ça. Il y en a qui font ça avec des chiffriers, mais encore là. Ça. Ici, il y a un logiciel qui permet de faire ça, de tout ce qui est online sur mon bureau. Ça vaut à peu près, ça, c'est quoi le ça? C'est entre 500 et 650, là, quand on parle encore de quelque chose qui est très abordable. Je vois tous mes clips, et puis je peux les écouter, je peux les visionner, et puis je peux gérer aussi les différents formats. C'est quand même quelque chose de très, très abordable. Ici, c'est juste pour dire, ça c'est un petit peu mon domaine d'intervention, mon domaine de spécialité, la réseautique média. C'est également la parent pauvre. Les setups de Mickey Mouse, de Tucroche, on en voit un autre, là, parce que les gens tiennent moins compte de ça. Okay. Le workstation, c'est important, forcément, la caméra, c'est sûr. Ce qui manque un peu, des fois, c'est l'éclairage, ça va être l'audio, mais quand tu arrives avec la réseautique, le router à 139 chez Bureau, c'est en
Nous autres, les streams, quand on fait des FTP, quand on fait des transferts d'un à l'autre, entre le NAS et les workstations, des fois, ben, ça ne répond pas aux besoins. Fait que, aussi, parce que ma fille ici présente, elle m'a fait une joke à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient chez nous de ses amis, elle regarde sur son... parce que tu sais, les ados, ils poussent fort, hein, ils font du texto. Elle regarde sur son iPod, c'est quoi le SID de mon Wi-Fi à la maison, fait qu'elle donne ça à son ami pour qu'elle puisse aller sur Internet. Ça, c'est correct parce qu'elle a des gens de confiance. Mais ça veut dire que si j'avais un système de montage à la maison, elle peut avoir accès à la maison de serveur, ce que j'aimerais avoir. Fait que question de sécurité, question de gestion, il y a tout un monde à gérer avec ça. Puis ça prend des appareils qui sont d'équivalent de qualité au reste que j'ai, parce que je me dis professionnel, donc là, je dois l'être avec. Juste un petit mot ici, visionnement à la maison. Il y avait quelque chose qui avait été dit, les moniteurs, hein. Un gros problème avec ça, c'est la corrige. Si on vend ça chez n'importe où, avec ma télévision, mon display, il est à 120 cycles. Moi, je ne suis pas auditeur, je ne veux pas qu'il soit à 120 cycles. Je tourne à 24, mais passe-moi la 24. Okay? Fait que ça corrige les couleurs, ça corrige tout, mais finalement, ça transforme tout. Fait que les producteurs, ils ont même une association à Hollywood qui font des représentations auprès des manufacturiers. Mais moi, une facilité facile de switcher ça off. Parce que moi, je roule à 24, alors que le projecteur va te le mettre à 24. Ceci dit, je suis une salle de projection avec un projecteur, mais même pas une affaire pour Bosch qui a passé de l'humaine, fait que là, ça va aller tout délaver, ça sera passé. Ça très rapidement. Juste pour vous dire un mot, il y a des screenwriters software, il y a des logiciels pour créer des scénarios. Ça, c'est pratique parce que tu as ton scénario que tu donnes à tes financiers, à tes acteurs, mais tu en as un autre aussi pour le tournage, pour le plateau, puis tu en as un autre aussi pour le montage. Fait que, il y a des logiciels qui permettent de faire ça, très important pour le besoin. Les mesures. Ici, on voit des systèmes, on parle en bas de 1000 $, des systèmes pour pouvoir mesurer. C'est ce qui fait la différence entre des professionnels et ceux qui ne sont moins. Être capable d'évaluer la qualité de ton image, la qualité de ton contenu vidéo, et aussi ajuster tes caméras, ajuster évidemment tes moniteurs. Il y a des logiciels, il y a des systèmes, je ne sais pas, j'ai la marque de commerce de ça. Des compagnies comme Datacolor, puis Ultrascope, etc. Ça, on parle autour de 500, 700 $, des choses comme ça. C'est pas des systèmes à 10 000, mais ça donne c'est quand même un outil professionnel, c'est pas quelque chose de... Le 4K, c'est-tu abordable? Là, je pousse l'affaire un peu long. Je peux-tu faire du 4K? Les sachets de mon 15 000, il va peut-être être un petit peu... ils vont manquer un petit peu d'argent, mais je peux-tu faire du 4K? En passant, la DH4, elle peut recorder 4K. La Limax. J'ai vu ça, j'étais dans le temple des IMAX, à Laval toujours. Ils ont un IMAX 5K. Donc, on comprend que le 4K, je peux le faire. Le logiciel qui vient avec, que tu vas acheter pour 100 quelque chose. Je peux faire du 4K avec mon Mac déjà, qui n'est même pas un Mac Pro, un Mac. Je parlais de recorder à l'extérieur, c'est essentiel. À Thomas, ça fait je ne sais pas plus de ça, mais il en faut un qui est à peu près 2000 $, ce qui est quand même abordable. Je parle de 4K ici. Fait que je peux enregistrer en 4K. Ça, c'est un moniteur 60 pouces. Celui-là, il est 3000. On voit qu'il y a des moniteurs ou des téléviseurs là, qui sont pas mal plus gros que ça, qui donnent une qualité acceptable. Ça, on parle de visionnement, on ne parle pas de contrôle de qualité. En conclusion, est-ce que c'est un rêve, une réalité? Il y a un site web c'est quasiment qui fait beaucoup de promotion, puis il y a LDSLR, j'ai une petite vidéo, je ne sais pas si je l'entends. On ne regarde pas complet, j'ai un petit peu tard. Ça, c'était tourné ici, c'est du 4.2.0, 8 bits à 4 MB H264. C'est toutes les raisons rondes, c'est ça pas beau. Mais si on regarde ça, c'est quand même très acceptable. Il y a des trucs nouvelles qu'on aimerait ça que ça soit aussi beau que ça. Okay. Ça, normalement, c'est pour du Pro AV. Si je fais une présentation de PowerPoint, là, j'ai une version 2010, maintenant j'ai une version plus petite. Là, je peux l'installer dedans plus facilement, ou des fois, une vidéo corporative sur Internet. Okay. En passant sur Vimeo, il y a des vidéos comme ça que tu peux l'écouter, tu peux le downloader. Après ça, tu peux t'acheter la version qui est plus haute résolution. Okay. On va l'arrêter ici, même pour vous dire, si on regarde la version plus haute résolution, les couleurs sont quand même assez intéressantes, hein, malgré que c'est très... Space
This thing falling out of love. This long goodbye. This thing falling out of love was a long, lonely battle. You asked me why we didn't launch. I don't know why we didn't launch. It could be the weather. Maybe it's fate. We needed more time. That's We were fighting alone, alone, battle that we lost, but we found ourselves again. We were fighting alone, battle that we lost. So close, baby. Sun's rising, tears subsiding. Juste pour dire que. OK. On n'a pas d'avantage. Ça, c'est juste pour mentionner que tu peux acheter du HD footage. Tu fais ton montage, tu fais ton film. J'aimerais ça avoir acheté pour les navettes spatiales qui décollent n'importe quoi. Je peux te l'avoir en DNX, je peux te l'avoir en ProRes. Il y a des sites qui te vendent ça à des prix très élevés des fois, mais dans d'autres fois, c'est très abordable. Donc, c'est juste pour souligner que ça existe ici. Ici, c'est juste un mot, c'est que si je suis producteur, si je fais des films, il y a toutes sortes de festivals qui existent, des fois pour des short stories, des documentaires. Tu as juste à l'envoyer, des fois, tu n'as même pas y aller. Et puis, des fois, ça donne une visibilité extrêmement. Tandis qu'avant, c'était la salle t'envoie celle de Quatico. Et là, je pense que c'est rendu pas mal plus démocratisé, à beaucoup plus de place. Il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de possibilités. Et puis, OK. Donc, la question, on peut dire sans. On peut répondre à la question. C'est pas juste un rêve, c'est vraiment une réalité. Et puis, il y a une forte tendance dans le milieu aussi. C'est pas l'outil qui va remplacer les caméras plus haut de gamme, pour les Panavision, des Alexa, des Sony, même Panasonic, on ne rappelle pas du nom, mais cinématographique. Mais oui, c'était un des outils professionnels, faire du HD, puis faire du 2K, de DCI, donc cinématographie. Une vie également, c'est un nouvel outil compatible avec les moyens de post-production. Puis il y a des moyens de post-production qui sont équivalents, mais qui sont beaucoup plus abordables. Je peux avoir une chaîne complète. Puis si je produis pour un grand producteur, un major film producer, c'est les mêmes outils qu'ils utilisent à peu près, donc je reste encore dans le même game. Par contre, on a vu que c'est un outil qui comporte certaines quand même limites. On sait pas, ça ne remplace pas des caméras 40 000, mais ça peut faire quelque chose de très bien quand même. On a vu qu'on peut avoir un système complet pour moins de 20 000 $. Je suis à 15 000. Ceci dit, j'ai des gens qui sont fait de la construction chez nous. J'ai demandé au gars, tu t'en as combien? Il me disait, avec le trailer, puis les outils dans le trailer, tout là, on peut avoir 25 000. Tu sais, je vais faire du cinéma, là, 300 pièces par séquence. C'est des logiciels gratis pour les Gugus, là. Fait que, mais c'est des montants très, très abordables qui me donnent une possibilité d'aller très loin en production. Ça, j'ai juste quelques crédits parce que j'ai pris la liberté d'avoir des, comme c'était un non-commercial présentation, j'ai pris des images sur Wikipédia. Toute l'information à peu près est disponible là-bas. Donc, si vous permettez, on va arrêter ça ici. Il était un peu tard, je ne sais pas si... C'est le magasin déjà fermé. C'est déjà fermé, ils sont partis. On entendait les gros rouleaux, c'était les portes qu'on barrait, fait qu'on faut coucher ici. Mais c'est pas grave, tu as des biscuits. Hein? Oui. Ben, je vous remercie. J'espère qu'au moins ça vous a donné une certaine piste sur ce que ça peut être. Pour moi, c'est vraiment un intérêt qui est assez soutenu. Je vous remercie d'être venu ce soir. Vous avez tout compris dans ce vous avez dit que le logiciel qu'on choisissait, Mac PC, dépend du logiciel qu'on choisit. Pas encore pour Apple, mais Premiere, Avid, est-ce que vous irez vers Mac ou PC? Ça dépend de... C'est parce que, tu sais, si tu regardes des reviews, puis là, je ne vais pas trop loin là-dedans parce que c'est controversé, mais il y a des logiciels qui vont fonctionner ces deux, mais qui vont mieux fonctionner sur un que l'autre. OK? L'idée, c'est que tu regardes la gamme de logiciels que tu veux. Parce que beaucoup travaillent ces deux, certains travaillent seulement sur un des deux. Fait que tu regardes l'ensemble parce qu'en post-prod, tu as beaucoup de traitements à faire, tu sais. Comment est-ce que les logiciels comme DaVinci, tout ça, fonctionnent sur Mac, je pense que oui. Mais je suis pas sûr, tu sais, VFX,
de Vision 7 ne marche pas encore sur Mac. Une version, je pense que ça y est, mais si tu t'installes aujourd'hui, ça n'existe pas là. Donc, la première version, les copies 0, on est trouvé un peu allergique à ça, parce que c'est toi qui le sais. C'est Windows 8.0, là, on a vu ce que c'était. Fait que ça, des fois, si tu travailles professionnellement, tu fais des affaires qui marchent. Là. Fait que tu entends des fois des reviews. Essayez-les vous autres, là, puis quand moi j'arriverai, je vais être sûr que ça. Fait que quand tu as l'ensemble, là, tu peux choisir la plateforme. T'sais. Moi, ce que je trouve de Mac, c'est que l'avantage qu'ils ont, ils contrôlent toute la maison. Ils contrôlent l'operating system, l'hardware. Fait que tu es sûr que ça marche. Alors que Microsoft, ils n'ont pas de PC. Là. Fait que tu as 816 compagnies, 2000 compagnies de PC, avec toutes sortes de cartes et des logus. Par contre, chez les PC, tu as beaucoup plus d'accessoires libres. C'est une carte HDSDI, par exemple. 149 pieds. Bon. Alors que pour PC, des fois, ton all-in-one, tu ne peux pas mettre de carte dedans. T'sais. Fait que faut regarder tout le software, tout le hardware. Puis le jour où tu viendras là, une gugus, une patente que celui est marché sur un des deux, c'est tout bien plate. Fait que c'est bon de faire le tour de la question avant, puis après ça, là, tu as une décision qui est 20 000 est-ce que ça inclut aussi l'équipement du support de la caméra ou... Oui, bien, tu sais, un minimum, tu sais, trépied. Parce que, tu sais, comme les Mapbox, je sais pas si ça s'appelle en français, là, comme les pare-soleils, les pare-soleils, tu peux en avoir à 1 000 $. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ça? La question se pose. Il y en a des moins chers, ou il y en a que tu peux introduire des fils dedans, généralement, c'est beaucoup plus cher. Généralement, ils vont mettre en anglais, on appelle ça un hood, là, mais un pare-soleil qui se ça prend de la lentille, c'est suffisant. T'sais. Comme les follow focus, tu sais, l'espèce de focus sur le côté. Ça, c'est parce qu'en cinéma, film, tu as quelqu'un qui fait un job, un focus puller, tu sais. Fait que le gars qui regarde, puis l'autre qui, tu sais, bon, le troisième, tu as 2 assistants, fait que le troisième, il pousse le doré, tu sais, sur les tracks. Ça fait que quand tu es tout seul, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ça? Bien, si tu en veux absolument, OK, mais fait que ça, oui, jusqu'à un certain point, mais à 15 minutes, tu peux avoir tu peux inclure ça si tu n'en as pas de façon infinie. Ou si tu n'as pas des webcams, nécessairement. Parce que tu peux acheter ça qui va avoir plus cher que la caméra. Mais c'est pas nécessaire tant que ça. Parce que oui, les gens qui vont acheter un moniteur séparé, ils vont coûter 15 $, mais c'est un moniteur dans ton recorder. Parce que ce qu'ils font dans la vraie vie, quand tu fais du cinéma, ils tournent, après ça, ils enlèvent leur disque. J'avais vu ça à un moment donné, ils sont 2-3 d'habitants, assistants à réalisation, producteurs et réalisateurs. Après ça, ils ont le kit de color correction. Ils vont regarder le clip. Ils vont dire, OK, ça, je peux le corriger ou ça, il est correct. Avec un écran approprié, d'un petit temps à la fois. Fait que la caméra, tu n'es pas obligé d'avoir l'écran, c'est